Un millionnaire surprit une petite fille en train de voler de la nourriture au marché. Sans hésiter, il paya tout le panier avec tout ce dont elle avait besoin. Curieux, il suivit la fillette jusqu'à une baraque improvisée où elle vivait dans des conditions misérables. Horrifié par ce qu'il vit, il prit une décision qui changerait à jamais l'avenir d'elle et de sa famille. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le matin parisien s'infiltrait paresseusement à travers les immenses fenêtres du bureau situé au dernier étage du plus haut gratte-ciel de l'avenue des Champs-Élysées. Miguel Correa ajusta sa cravate italienne devant le reflet dans la vitre, observant la ville qui s'étendait jusqu'où ses yeux pouvaient atteindre. À 45 ans, il avait tout conquis ce qu'il avait toujours rêvé. Il était PDG de Tech France, l'une des plus grandes entreprises de technologie en Europe, avec un patrimoine personnel estimé en milliards d'euros. Le téléphone sonna. Pour la troisième fois ce matin-là, c'était Sandra, son assistante exécutive depuis plus d'une décennie. Monsieur Correa, le conseil attend pour la réunion trimestrielle. Monsieur Dupont est déjà arrivé et semble anxieux. Miguel soupira en passant la main sur ses cheveux gris sur les tempes. Dupont est son associé depuis 15 ans et il était devenu de plus en plus impatient des orientations de l'entreprise ces derniers mois. « Dites que je descends », répondit Miguel. Avant de partir, Miguel prit sa tablette et jeta un dernier coup d'œil aux chiffres qu'il présenterait au conseil. Tech France avait cru de 40% au dernier trimestre, dépassant toutes les attentes du marché. Pourtant, il connaissait bien cette expression anxieuse de Dupont, ce qui signifiait qu'une nouvelle bataille était sur le point de commencer. Dans la salle de réunion du siège au 8e étage, 10 cadres attendaient sur leurs chaises en cuir italien. Dupont, un homme de 60 ans en costume impeccable et au visage sévère, tambourinait des doigts sur la table en acajou. Finalement, Miguel prit la parole. « Dupont, dit-il en dissimulant à peine son irritation, nous avons beaucoup à discuter aujourd'hui. » Miguel commença sa présentation avec la sécurité habituelle. Graphiques et chiffres défilaient sur le grand écran montrant la croissance exponentielle de l'entreprise. Les conseillers acquiesçaient, certains prenant des notes sur leurs appareils. Tout se passait bien jusqu'à ce que Dupont lève la main, interrompant, « Très impressionnant, Miguel, mais je pense que nous devons discuter de vos activités extracurriculaires. » Le silence s'installa dans la salle. Miguel sentit son estomac se retourner, mais il garda son calme. « De quoi parlez-vous exactement ? » Dupont, des ressources de l'entreprise que vous avez allouées à des projets sociaux non autorisés, des heures que vous passez à visiter des communautés défavorisées au lieu d'être en réunion importante, de votre obsession croissante de transformer notre entreprise technologique en une ONG, expliqua Dupont. Les mots de Dupont tombèrent comme des pierres dans l'atmosphère jusque-là cordiale. Miguel ajusta sa posture sur sa chaise, ressentant le poids des regards des conseillers sur lui. Pendant un moment, son esprit vagabonda vers la petite chambre au fond de la maison de son enfance où sa mère passait des nuits à coudre pour assurer leur subsistance. « Messieurs, » commença Miguel d'une voix ferme et contrôlée, « je crois qu'une entreprise de notre envergure a des responsabilités qui vont au-delà du profit. Notre croissance ces derniers mois prouve que nous pouvons être rentables et socialement responsables. » Dupont lâcha un rire sec. « La responsabilité sociale a des limites, Miguel. Vous vous impliquez trop, personnellement trop. » Avant que Miguel puisse répondre, son téléphone vibra. C'était un message d'un numéro inconnu. « Monsieur Miguel, je dois vous parler à propos de Marina. Elle est très mal. » Son cœur s'accéléra. Marina, la petite fille qui avait complètement changé sa vie ces dernières semaines. Le message ne pouvait provenir que de la voisine qui s'occupait d'elle et de sa mère malade. « Excusez-nous, messieurs, » se leva brusquement Miguel. Nous avons d'excellents chiffres à présenter et des propositions concrètes pour étendre nos projets sociaux sans compromettre notre croissance, mais maintenant, j'ai une urgence à résoudre. Dupont pointa Miguel en se tournant vers le conseil. C'est exactement de cela dont je parle. Quel genre de PDG abandonne une réunion importante? Miguel se tourna pour affronter son associé. Le genre de PDG qui n'est pas d'accord avec vos orientations, Dupont. Le genre qui sait qu'il y a des choses plus importantes que des chiffres dans un tableau Excel. En quittant la salle dans un silence abasourdi, Miguel se dirigea vers l'ascenseur. En descendant les 38 étages, son esprit oscillait entre l'inquiétude pour Marina et la conscience qu'il venait d'allumer une mèche qui pourrait faire exploser tout son empire corporatif. Mais quelque chose en lui, une voix qui ressemblait étrangement à celle de sa mère, lui disait qu'il était sur la bonne voie. 3 semaines avant l'attendue réunion du conseil, Miguel conduisait sa Mercedes dans la périphérie de Paris.
C'était un dimanche après-midi et il avait décidé de visiter le quartier où il avait grandi, quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Une nostalgie inexplicable l'Y avait conduit, peut-être déclenchée par ses récents rêves de sa mère, Donna Clara, et de son enfance humble. Le marché où sa mère avait l'habitude d'acheter existait toujours, maintenant faisant partie d'un grand réseau. Miguel se gara, décidant d'entrer plus par impulsion que par besoin. L'odeur du pain frais l'atteignit comme une vague de souvenirs. Combien de fois n'avait-il pas aidé sa mère à porter les courses après une longue journée de couture? C'est alors qu'il la vit pour la première fois, une petite fille maigre, pas plus de 7 ans, cheveux noirs attachés en 2 tresses désordonnées, portant un uniforme scolaire clairement trop grand pour sa taille. Elle se déplaçait avec un mélange de prudence et de détermination entre les étagères, regardant nerveusement autour d'elle tout en mettant quelques articles dans son sac à dos usé. Miguel observa, paralysé, tandis qu'elle prenait un paquet de pain, du lait et quelques biscuits. Ses mouvements étaient précis, comme si elle avait fait cela de nombreuses fois auparavant. Pendant un moment, leurs regards se croisèrent et Miguel vit dans ses yeux marrons un mélange de peur et de résolution qui le transporta instantanément dans son propre passé. L'alarme sonna quand elle tenta de passer la porte. La fillette courut agilement comme un chat, laissant derrière elle un agent de sécurité confus et essoufflé. Poussé par un instinct qu'il ne comprenait même pas lui-même, Miguel la suivit discrètement en voiture. Elle traversa plusieurs rues, entrant dans un quartier encore plus simple, jusqu'à arriver à une petite maison mal entretenue. Miguel se gara à une distance sûre, observant tandis qu'elle entrait précipitamment par la porte arrière. Le lendemain, incapable d'oublier l'incident, il retourna sur les lieux. Cette fois, il trouva la fillette assise sur le trottoir devant la maison, dessinant avec un morceau de craie sur le sol. En le voyant approcher en costume élégant, elle se leva immédiatement, prête à courir. « Attendez » appela Miguel doucement. « Vous n'avez pas à avoir peur, je vous ai vu hier au marché. » La fillette se figea, ses yeux écarquillés de terreur. « Vous allez me livrer à la police » demanda-t-elle d'une voix tremblante mais défiant. « Mon cœur » répondit-il. « Non » s'assit-il sur le trottoir à sa hauteur. « Je veux juste comprendre pourquoi tu as dû faire ça. » Après un long moment d'hésitation, elle s'assit également, maintenant une distance sûre. « Je m'appelle Marina » dit-elle finalement. « Ma mère est malade. Elle était couturière mais ne peut plus travailler. Nous n'avons pas d'argent pour la nourriture. » Le mot « couturière » frappa Miguel comme un coup de poing dans l'estomac. « Ta mère est couturière » répéta-t-il. Marina acquiesça, les yeux se remplissant de larmes. Elle faisait de belles robes, mais maintenant, elle passe ses journées alitées avec beaucoup de douleur. Personne ne veut m'embaucher parce que je suis trop petite. Alors, j'ai commencé à prendre de la nourriture au marché. Miguel compléta gentiment, « Je ne voulais pas que tu aies à faire ça », murmura-t-elle. Mais ma mère a besoin de manger pour prendre ses médicaments, et les médicaments sont chers. Quand j'obtiens de l'argent, il faut le consacrer à ça. Miguel sentit un nœud dans sa gorge. L'histoire de Marina était douloureusement familière. Combien de fois sa propre mère n'avait-elle pas manqué de nourriture pour qu'il puisse avoir du matériel scolaire? Combien de nuits avait-elle passé éveillée à coudre pour qu'il puisse avoir une vie meilleure? Marina, dit-il après un moment de réflexion, et si je te disais que je peux aider? Que nous pouvons acheter de la nourriture, des médicaments et prendre soin de ta mère. La fillette le regarda avec méfiance. Pourquoi tu veux nous aider? Parce que ça fait longtemps que je suis comme toi, répondit Miguel avec sincérité. Quelqu'un de très spécial avait tout sacrifié pour qu'il puisse avoir une vie différente. À ce moment-là, une femme apparut à la porte de la maison. Marina, avec qui parles-tu? demanda Miguel. La voix faible et le corps courbé par la maladie ne pouvaient cacher complètement la ressemblance avec Donna Clara. Miguel se leva, sentant qu'il était face à un moment décisif de sa vie. « Madame » appela-t-il en s'approchant de la porte, « je m'appelle Miguel Correia et si vous le permettez, j'aimerais beaucoup vous aider. » Ce que Miguel ne savait pas à ce moment-là, c'est que cette décision ne changerait pas seulement la vie de Marina et de sa mère, mais déclencherait une série d'événements qui le forceraient à remettre en question tout ce qu'il avait construit au cours des 20 dernières années. Regina, la mère de Marina, accueillit Miguel avec un mélange de méfiance et de honte. La petite salle où il fut invité à entrer avait peu de meubles mais était impeccablement propre. Dans un coin, une ancienne machine à coudre Singer accumulait la poussière, silencieuse témoin de jours meilleurs. « Désolé pour la simplicité » dit-elle en s'asseyant avec difficulté sur une chaise usée. Marina courut immédiatement pour la soutenir. « Nous n'avons pas l'habitude de recevoir des visites, encore moins quelqu'un comme vous, monsieur. »
Miguel observa l'environnement, reconnaissant dans les détails les échos de sa propre enfance. Les rideaux astiqués avec dextérité, le sol en ciment brûlé ciré, les murs écaillés mais propres. Tout la racontait l'histoire d'une dignité refusant de succomber à la pauvreté. « Madame, vous me rappelez beaucoup ma mère », commença Miguel d'une voix douce. Donna Clara était aussi couturière. Elle m'a élevé seule en travaillant jour et nuit sur cette machine. Regina s'ajusta sur la chaise, ses yeux fatigués brillant d'intérêt. Ma mère était couturière, mais monsieur, votre costume doit coûter plus que tout ce que vous avez dans cette maison. Aujourd'hui, je suis PDG d'une entreprise de technologie, expliqua Miguel, notant comment Marina l'observait attentivement. Mais j'ai grandi dans une maison très similaire à celle-ci, quelques rues d'ici. Tout ce que j'ai conquis, je le dois au sacrifice de ma mère. Et où est votre mère maintenant? Marina demanda innocemment, où est votre mère maintenant? Miguel sentit le poids familier de la culpabilité dans sa poitrine. Elle est partie il y a 5 ans. J'étais dans une réunion importante à Paris. Quand cela s'est passé, je n'ai pas pu arriver à temps. Sa voix faiblit, pendant un moment, le silence emplit la salle. Regina étendit la main, touchant doucement son bras en un geste de compréhension qui le surprit. « C'est pour cela que vous êtes ici ?» demanda-t-elle doucement. « À cause de votre mère ?» admit Miguel. Lorsque Miguel avait vu Marina hier, quelque chose en lui avait réveillé tous les souvenirs qu'il avait essayé d'enterrer sous des rapports financiers et des réunions de conseil. Marina s'approcha de lui, ses grands yeux fixés sur son visage. « Vous avez dit que vous vouliez nous aider, mais comment ?» Miguel se redressa sur sa chaise, reprenant son calme. « D'abord, nous devons prendre soin de la santé de votre mère. Je vais vous présenter les meilleurs médecins de la ville. Ensuite, nous réglerons la question de l'alimentation. » « Je ne peux pas accepter ça, » interrompit Regina, son visage rougissant. « C'est déjà assez humiliant de savoir que ma fille a dû... » Des larmes commencèrent à couler sur son visage. Marina l'étreignit. « Je l'ai fait parce que je t'aime. Je ne voulais pas que vous manquiez de nourriture. » Miguel se leva, marchant jusqu'à l'ancienne machine à coudre. Il passa les doigts sur la surface poussiéreuse, se souvenant de comment sa mère dormait au son du pédalier de la machine. Regina le regarda, appelant. Accepter de l'aide n'est pas une humiliation, c'est une opportunité de recommencer. Ma mère aussi était fière, continua Regina, mais elle a accepté la bourse d'études qu'on m'a offerte pour le meilleur collège de la région. Cette décision a changé nos vies. Mais pourquoi ça vous importe? Insista Miguel. Il doit y avoir des milliers de familles comme la nôtre en ville et je compte aider. Mais je dois commencer quelque part, répondit-il. Quelque chose lui disait que c'était la propre Donna Clara qui avait mis Marina sur son chemin. À ce moment-là, son téléphone vibra, un message de Dupont. Réunion d'urgence demain matin. Nous devons discuter de vos derniers mouvements financiers. Miguel rangea le téléphone, ignorant le message, et regarda Marina qui pleurait encore. Il prit une décision qui, il le savait, changerait non seulement leur vie mais aussi la sienne. « Je vais appeler une ambulance pour emmener votre mère à l'hôpital tout de suite, » déclara-t-il, déjà en train de composer le numéro, mais Regina refusa. « Non, » dit-il, déterminé. « Nous allons trouver une autre solution. » « Parfois, » murmura Marina, « nous avons besoin de laisser les anges nous aider. » Miguel sentit ses yeux s'emplir de larmes en entendant les mots de la fillette. Dans sa tête, il pouvait entendre clairement la voix de sa mère. « Mon fils, parfois Dieu utilise des gens pour faire son travail sur terre. » Pendant qu'ils attendaient l'ambulance, Miguel observait Marina préparer une petite valise pour sa mère. La détermination sur son jeune visage reflétait sa propre enfance. Là, dans cette salle humble, il comprit enfin que tout son succès entrepreneurial avait un but plus grand que des tableaux Excel et des profits. Ce qu'il ignorait encore, c'était que sa décision d'aider Marina et Regina déclencherait une série d'événements qui mettraient à l'épreuve non seulement sa détermination mais aussi tout ce en quoi il s'était transformé au cours des 20 dernières années. À l'hôpital le plus prestigieux de Paris, Miguel observait à travers la vitre tandis que Regina passait par une batterie d'examens. Marina s'était endormie sur un fauteuil dans la salle d'attente, toujours accrochée à son sac à dos usé. Son sommeil était agité, comme si même en rêve, elle portait le poids de soucis qu'elle ne devrait pas avoir à son jeune âge. La voix de docteur Béatrice, l'une des médecins générales les plus respectées de la ville, le ramena à la réalité. « Nous pouvons parler en privé, monsieur Correa. » Miguel hésita en regardant Marina. « Ne vous inquiétez pas, » dit Sandra, son assistante, qui venait d'arriver avec une valise de vêtements pour Regina. « Je resterai avec elle dans la salle de consultation. » Miguel s'assit,
tendu, se préparant au diagnostic. La situation est délicate, Monsieur Correa, commença la docteure. Béatrice. Regina souffre d'une anémie sévère, de problèmes de colonne vertébrale qui compromettent ses mouvements et d'une infection qui, si elle n'est pas traitée correctement, pourrait s'aggraver. Le plus inquiétant, c'est que tous ces problèmes auraient pu être évités avec un traitement adéquat dès le début. Miguel serra les bras sur la chaise, mais la docteure. Béatrice le rassura, « Non, l'argent n'est pas un problème », répondit-il rapidement. « Je veux qu'elle reçoive le meilleur traitement possible. » En sortant de la salle de consultation, Miguel rencontra Dupont qui l'attendait dans le couloir. Son associé était visiblement irrité. « Alors, c'est ça, Dupont ?» gesticula-t-il en direction de la chambre où Regina était hospitalisée. « C'est ici que vous avez dépensé l'argent de l'entreprise ? » « J'utilise mon propre argent, » répondit Miguel, gardant une voix basse pour ne pas réveiller Marina. « Et même si ce n'était pas le cas, j'ai l'autorité pour approuver les dépenses liées à la responsabilité sociale. » Dupont rit sans humour. « C'est personnel, Miguel. Vous vous impliquez émotionnellement avec ces gens, ce n'est pas des affaires, c'est de la charité, ces gens. » Miguel sentit son sang bouillir. « Ce sont ces gens, répondit-il. Ou avez-vous oublié d'où je viens ? Non, Miguel, je n'ai jamais oublié, mais vous avez oublié qui vous êtes. Maintenant, vous êtes le PDG de l'une des plus grandes entreprises de technologie du pays. Vous ne pouvez pas vous permettre de jouer au sauveur de la patrie, répondit Dupont. À ce moment-là, Marina se réveilla, ses yeux écarquillés fixant les deux hommes. Miguel réalisa qu'elle avait entendu. « Miguel, » appela-t-elle d'une voix petite, « vous allez avoir des problèmes à cause de nous. » Le cœur de Miguel se serra en voyant l'inquiétude sur le visage de la fillette. Il s'approcha, s'accroupissant pour être à sa hauteur. « Non, Marina, vous et votre mère n'êtes pas un problème. En fait, vous m'aidez plus que vous ne l'imaginez. » Dupont siffla d'impatience. « Miguel, j'ai besoin que vous veniez avec moi maintenant. Nous avons une situation dans l'entreprise qui exige votre attention immédiate. » « Quelle situation ?» demanda Miguel, tout en maintenant le contact visuel avec Marina. La presse a découvert une manière ou une autre vos projets particuliers, ils spéculent sur un détournement de ressources de l'entreprise pour la charité non autorisée. Miguel se leva enfin, faisant face à son associé. Qui pensez-vous qui a pu divulguer cette information ? Dupont resta silencieux pendant un moment tendu. Il s'approcha de Marina. Chérie, que diriez-vous d'aller voir votre mère ? Elle doit être réveillée. Après leur départ, Miguel fit un pas vers Dupont, sa voix basse et assurée. Écoute bien, je vais te dire cela une seule fois. Si tu essaies de me faire pression, tu as choisi le mauvais chemin. Je ne vais abandonner cette famille ni aucun des autres projets sociaux que j'ai initiés. Si tu veux me confronter, prépare-toi pour une bataille que tu ne gagneras pas. Tu me menaces, Miguel, rétorqua Dupont. Non, je ne suis pas sincère. Comme je l'ai toujours été, nous avons construit cette entreprise ensemble, répondit Miguel. Mais il semble que nous ayons oublié certaines valeurs fondamentales dans le processus. Je les redécouvre maintenant grâce à une fille de 7 ans et sa mère couturière. Dupont ajusta visiblement sa cravate, inconfortable. Vous avez 24 heures pour résoudre cela, Miguel, ou je convoquerai une réunion extraordinaire du conseil. Pendant que Dupont s'éloignait, Miguel ressentit le poids de ses choix. Il retourna dans la chambre de Regina où il trouva Marina lisant un magazine pour sa mère. La scène lui rappela combien de fois il avait fait la même chose pour Donna Clara quand elle était trop fatiguée pour garder les yeux ouverts. Dans sa poche, le téléphone ne cessait de vibrer avec des messages et des appels manqués. Une tempête se préparait et il savait qu'il aurait besoin de toute sa force pour protéger non seulement son héritage entrepreneurial, mais surtout sa mission nouvellement découverte de faire une différence dans la vie des gens. Regina, voyant son inquiétude, l'appela. « Monsieur Miguel, dit-elle doucement, nous ne voulons pas être un fardeau. » « Non, l'interrompit-il fermement. Nous sommes un cadeau, un rappel de qui je suis vraiment et de ce qui compte vraiment. » Marina sourit, prenant sa main, et dans ce simple geste, Miguel trouva la force dont il aurait besoin pour affronter les défis à venir. Le lendemain matin, le bureau de Tech France bourdonnait de rumeurs. Miguel arriva plus tôt que d'habitude, trouvant Sandra déjà à son bureau avec des cernes trahissant une nuit mal dormie. Les journalistes n'arrêtent pas d'appeler, informa-t-elle en lui remettant un dossier avec les principaux articles de presse. Le département des relations publiques est en panique. Miguel feuilleta rapidement les gros titres, PDG de Tech France sous suspicion, philanthropie ou détournement de ressources.
L'énigme sociale de Miguel Correa. Tous spéculaient sur ses récents investissements dans des projets sociaux, insinuant d'éventuelles irrégularités. Sandra, appela-t-il, lui rendant le dossier, « S'il te plaît, annule tous mes engagements de ce matin et apporte-moi le rapport complet de tous les projets sociaux que nous avons lancés ces derniers mois, y compris l'historique des dons personnels. » Déjà fait, répondit-elle en sachant la réponse. Surtout ceci, ajouta-t-elle, j'aurai besoin de munitions pour la guerre qui s'annonce. Pendant que Sandra sortait, Miguel reçut un message de Marina, une photo d'elle à côté de sa mère à l'hôpital, toutes deux souriantes. En dessous de la photo, un message simple, « Merci de nous donner de l'espoir ». Ce message changea quelque chose en lui. Il se leva, marcha jusqu'à la fenêtre de son bureau et observa la ville qui s'étendait en dessous. Quelque part, de nombreuses autres Marina et Regina attendaient une chance. La voix de Julia, la chef du département des ressources humaines, interrompit ses pensées. « Puis-je entrer ?» Julia, l'une des employées les plus anciennes de l'entreprise, portant un dossier différent de celui que Sandra avait apporté. « Je dois vous montrer quelque chose, monsieur, » dit-elle en posant le dossier sur la table. Depuis que les nouvelles ont commencé à circuler, quelque chose d'intéressant s'est produit. Miguel ouvrit le dossier et trouva des dizaines de mails imprimés. C'étaient des messages d'employés de Tech France de tous les niveaux hiérarchiques offrant leur soutien à ces initiatives sociales, certains se portant même volontaires pour participer au projet. Ce n'est pas tout, continua Julia avec un petit sourire aux lèvres. Vous vous souvenez du programme de bénévolat d'entreprise que vous avez mis en place il y a 6 mois? Le taux d'adhésion a triplé depuis hier. Miguel s'assit, absorbant cette information. Comment ça? Les gens sont inspirés? Oui, monsieur Correa. Votre histoire avec Marina et Regina a été divulguée en interne et cela a touché beaucoup de cœurs, surtout parce que beaucoup de nos employés viennent de milieux modestes, tout comme vous, répondit Julia. À ce moment-là, Sandra revint avec un autre dossier. Les chiffres que vous avez demandés et autre chose. L'association des résidents du quartier où habite Regina est à la réception. Ils veulent vous parler. Miguel fronça les sourcils, inquiet d'une nouvelle complication, mais en descendant à la réception, il trouva quelque chose de différent de ce qu'il attendait. Un groupe d'environ 10 personnes, dirigé par une dame aux cheveux gris, l'attendait. Monsieur Miguel, la dame s'avança. Je suis Madame Zefa, présidente de l'association. Nous sommes venus vous remercier et offrir notre soutien pour ce que vous avez fait pour Regina et Marina. Cela fait longtemps que personne ne regardait notre communauté de cette manière, ajouta un jeune homme à côté d'elle. Et ce n'est pas tout. Nous savons que vous aidez aussi d'autres familles. Nous voulons participer. Nous avons beaucoup de gens talentueux dans le quartier, des personnes qui n'ont besoin que d'une opportunité. Miguel sentit un nœud dans sa gorge. C'était comme si l'univers conspirait pour lui montrer qu'il était sur la bonne voie. En fait, dit-il, j'ai une idée. Commençant à se former dans son esprit, il proposa, peut-être pourrions-nous faire quelque chose d'encore plus grand. Voudriez-vous monter dans mon bureau pour que nous en discutions? De retour dans son bureau, accompagné du groupe de l'association, de Julia et de Sandra, Miguel commença à esquisser un plan sur sa tablette. Et si nous transformions cela en quelque chose de structuré, un programme qui non seulement aide les familles dans le besoin, mais crée également des opportunités réelles de travail et de développement. Comment ça? Demanda Madame Zefa, s'inclinant avec intérêt. Tech France a besoin de talents, programmeurs, designers, administrateurs. Et si nous commencions un programme de formation professionnelle dans la communauté, nous pourrions utiliser l'ancien entrepôt abandonné comme centre de formation. Les yeux du groupe brillèrent d'excitation. Julia prenait déjà des notes frénétiquement sur sa tablette. Cela pourrait se transformer en un projet pilote pour d'autres communautés. Nous pourrions créer un véritable programme d'impact social, ajouta-t-elle. Miguel sourit, pensant à comment une petite action d'aide se transformait en quelque chose de bien plus grand. Son téléphone vibra de nouveau, un autre message de Dupont. Le conseil attend vos explications. Mais maintenant, en regardant les visages pleins d'espoir devant lui, Miguel savait exactement ce qu'il dirait au conseil. Il n'aidait pas seulement une famille, il plantait les graines d'une transformation bien plus vaste. Commençons dès aujourd'hui, déclara-t-il en se levant. Lorsque Dupont et le conseil verront le potentiel de cela, ils devront choisir d'être partie prenante du changement ou de rester en arrière. La graine a été plantée, maintenant il est temps de la faire grandir, même si cela signifie affronter la plus grande tempête de ma carrière. À la fin de cet après-midi, après une série de réunions avec l'association des résidents et son équipe,
Miguel se rendit à l'hôpital pour visiter Regina et Marina. En chemin, il décida de faire un détour par son ancien quartier, ressentant le besoin de se reconnecter avec ses racines. La rue où il avait grandi était différente, plus asphaltée, avec plus de maisons et moins d'arbres. Mais là, se trouvait la petite maison jaune où il avait vécu avec sa mère. Il s'est garé en face, observant les fenêtres avec des rideaux différents, la nouvelle porte, le jardin modifié. Combien de nuits avait-il dormi au son de la machine à coudre de Donna Clara dans cette salle? Son Miguel fut surpris par la voix de Donna Conceição, son ancienne voisine, désormais bien plus âgée mais avec le même sourire accueillant que toujours. Donna Conceição, dit-il en descendant de la voiture, ému. La madame habite encore ici? Où pourrait-elle être d'autre? Elle ria en s'approchant pour une étreinte. Ça fait si longtemps que je ne te vois pas. Ta mère serait tellement fière de voir l'homme que tu es devenu. Miguel sentit le poids de ces mots. Madame, vous pensez vraiment? Donna Conceição le regarda avec ses yeux sages. Tu te demandes parfois si elle approuverait tes choix? Madame, je parle de ce que j'ai fait pour Regina et la petite Marina. Tout le quartier le sait déjà. Les nouvelles circulent vite ici. Miguel écarquilla les yeux, surpris. Comme ça? Ah, mon fils, elle sourit. Ici, tout le monde se connaît. Regina avait l'habitude de coudre pour certaines familles du quartier avant de tomber malade, et cette fille me rappelle tellement toi, au même âge, toujours à prendre soin de ta mère, portant des responsabilités trop lourdes sur de petites épaules. Donna Conceição fit une pause en regardant la maison jaune. Tu sais, ta mère disait toujours qu'un jour, tu ferais la différence dans le monde, non seulement par ton succès, mais par ton cœur. Elle disait ça même quand tu as commencé à t'éloigner, concentré sur l'entreprise. Elle n'a jamais douté que tu reviendrais, Miguel. Elle disait que, quand le moment serait venu, tu te souviendrais d'où tu viens. Miguel sentit les yeux de Donna Conceição. Il se rappela de sa dernière rencontre avec sa mère, quand elle avait essayé de parler de l'importance d'aider les autres, et lui, occupé par une négociation importante, avait à peine prêté attention. Donna Conceição, commença-t-il d'une voix hésitante, pensez-vous qu'il est encore temps de faire la différence? Elle prit ses mains dans les siennes, un geste qui le transporta instantanément à son enfance. Mon fils, il est toujours temps, et tu as déjà commencé. Des parents du quartier me cherchent déjà, demandant des nouvelles du projet que tu lances. Combien de jeunes rêvent de la possibilité d'apprendre la technologie? À ce moment-là, son téléphone sonna. C'était Sandra. Monsieur Correia, Marina cherche monsieur à l'hôpital. Il semble que Regina a eu une crise d'anxiété. Je m'en vais, répondit-il, déjà en train de monter dans la voiture, avant de se retourner vers Donna Conceição. Madame, nous avons besoin de personnes qui connaissent la communauté, qui comprennent ses besoins réels. Le visage de la dame s'illumina. Je pensais que vous ne poseriez jamais la question. Ta mère et moi avons toujours rêvé de faire quelque chose pour aider les familles d'ici. Maintenant, je peux réaliser ce rêve pour nous deux. En route vers l'hôpital, Miguel réfléchissait à la façon dont la vie l'avait ramené au point de départ, mais maintenant avec des ressources et des possibilités qu'il n'aurait jamais imaginé avoir. Le garçon qui avait grandi dans cette maison jaune, bercé par le son d'une machine à coudre, comprenait enfin la véritable signification du succès. À son arrivée à l'hôpital, il trouva Marina dans le couloir, marchant d'un côté à l'autre. « Oncle Miguel » s'écria-t-elle en courant vers lui. Maman était nerveuse parce qu'elle a vu les nouvelles sur son téléphone. Il parle mal de vous à cause de nous. Miguel la serra dans ses bras, sentant la petite trembler dans ses bras. « Marina, regarde-moi. Toi et ta mère êtes la meilleure chose qui me soit arrivée depuis longtemps. Vous m'avez aidé à trouver un but plus grand que les bilans financiers et les rapports d'entreprise. Mais monsieur, vous pourriez perdre votre entreprise même si cela arrivait, dit-elle. Même si c'était le cas, cela aurait valu la peine, car maintenant je sais exactement qui je suis et ce que je dois faire. » Ils entrèrent ensemble dans la chambre où Regina était plus calme mais toujours visiblement préoccupée. Miguel s'assit à côté d'elle, tenant sa main. « Regina, je dois te parler d'une visite que j'ai faite aujourd'hui, d'une maison jaune, d'une machine à coudre et d'une promesse que je commence enfin à tenir sans le savoir. » Pendant que Miguel racontait à Regina et Marina sa rencontre avec Donna Conceição, son téléphone ne cessait de vibrer, mais il y avait quelque chose de plus urgent qui se passait à l'hôpital, quelque chose qu'il n'attendait pas. La porte de la chambre s'ouvrit et une infirmière entra, accompagnée de 3 femmes, toutes portant de petits sacs avec des broderies et des coutures. « Désolée d'interrompre, » dit l'une d'elles, la plus âgée avec des cheveux gris attachés en chignon. « Je suis Marcia.
J'ai travaillé avec Regina dans l'atelier avant qu'elle ne tombe malade. Nous sommes venus apporter quelques commandes que nous avons pu trouver pour elle. Regina s'assit sur le lit, émue. Vous vous souvenez encore de moi? Comment pourrions-nous oublier? Répondit une autre couturière. Mais vos broderies sont les plus belles de l'atelier, et quand nous avons su que le fils de Donna Clara vous aidait bien, nous avons pensé qu'il était temps de nous unir aussi. Miguel regarda les femmes, surpris. Vous avez connu ma mère? Donna Clara était une légende parmi les couturières. Marcia sourit avec nostalgie. Elle disait toujours qu'un jour, ton fils reviendrait pour aider la communauté, et regarde, elle avait raison. Marina, qui observait tout avec des yeux curieux, prit un des sacs et commença à examiner les broderies. Maman, ils sont magnifiques, comme ceux que tu faisais. Le problème, continua Marcia, c'est que maintenant nous avons plus de commandes que de mains pour travailler. Beaucoup des anciennes couturières ont pris leur retraite, d'autres ont changé de profession. Miguel, qui jusque-là écoutait en silence, sentit une idée se former. Et si nous pouvions changer cela? Toutes les attentions se tournèrent vers lui. Regina, demanda-t-il, se tournant vers la femme au lit. Pourriez-vous encore enseigner, même si vous ne pouvez pas coudre pour le moment? Les yeux de Regina brillèrent. Enseigner? Oui, je pourrais le faire, même assise. Miguel regarda les autres couturières. Accepteriez-vous de participer à un projet plus grand, quelque chose qui combine l'artisanat traditionnel avec les nouvelles technologies? Marcia fronça les sourcils, intriguée. Comment ça? Nous montons un centre de formation dans le quartier, expliqua Miguel, son enthousiasme grandissant. Et si, en plus des cours de technologie, nous créons un espace pour préserver et moderniser le travail des couturières? Nous pourrions utiliser Internet pour vendre les pièces, créer un site spécialisé, peut-être même une application pour les couturières. Marina demanda, excitée. Pourquoi pas? Miguel sourit. Imaginez des clients faisant des commandes en ligne, choisissant des modèles brodés, tout fait par des artisans locaux, valorisant le travail manuel et la tradition tout en utilisant la technologie pour atteindre plus de personnes. Les femmes échangèrent un regard mêlé d'espoir et de crainte sur leur visage. Mais qui voudrait acheter auprès de couturières de banlieue? Questionna l'une d'elles. 1000 personnes, répondit Miguel avec conviction. Il existe un marché croissant pour les produits artisanaux faits avec histoire et signification, et vous avez cela à revendre. Regina essaya de se repositionner sur le lit, ses yeux brillant d'une énergie qu'elle n'avait pas montrée depuis longtemps. Je pourrais coordonner la formation des nouvelles. J'ai tellement de choses à enseigner, et je peux aider avec le site. Marina s'exclama, oncle Miguel pourrait m'apprendre sur les ordinateurs et je pourrais aider les couturières. Miguel sentit son cœur chauffer avec l'enthousiasme de la petite fille. En quelques jours, elle était passée d'une enfant effrayée qui volait de la nourriture à une petite entrepreneuse sociale. À ce moment-là, Sandra entra dans la chambre, son visage tendu. Monsieur Correia, Ricardo convoque une assemblée extraordinaire pour demain. Il répondit, mais avant qu'elle puisse finir, il fut interrompu par un bourdonnement dans le couloir. Donna Zefa, la présidente de l'association des résidents, entra accompagnée de plus de personnes. Miguel, annonça-t-elle, est là. Apportez plus de gens qui veulent participer au projet. Nous avons des professeurs retraités, des artisans, même un jeune qui comprend de marketing digital. La chambre de l'hôpital s'était transformée en une salle de réunion communautaire improvisée. Les gens entraient et sortaient, partageant des idées, offrant de l'aide, tissant un réseau de solidarité qui grandissait à chaque minute. Miguel observait tout, émerveillé de voir comment un petit acte de bonté se transformait en un mouvement beaucoup plus grand. Son téléphone vibra de nouveau, une autre menace voilée de Ricardo. Mais maintenant, en regardant toutes ces personnes réunies, le sourire plein d'espoir de Regina, l'éclat dans les yeux de Marina, il savait qu'il n'était plus seul dans cette bataille. Sandra, appela-t-il son assistante, prépare une présentation complète pour demain. Nous allons montrer au conseil que la valeur d'une entreprise ne se mesure pas seulement par les chiffres sur une feuille de calcul. La révolution silencieuse avait commencé, et elle avait le son des machines à coudre, les rires des enfants et des rêves en reconstruction. La nuit précédant l'assemblée extraordinaire, Miguel resta dans son bureau jusqu'à tard, se préparant pour ce qui serait peut-être le plus grand défi de sa carrière. Sandra avait organisé une présentation impeccable, avec des chiffres, des projections et des témoignages soutenant la viabilité des projets sociaux. Monsieur Correia, dit-elle en posant une tasse de café sur son bureau, vous devez vous reposer. Demain sera un jour décisif.
Miguel passa ses mains sur son visage fatigué, observant la ville illuminée à travers la fenêtre panoramique. Je ne peux pas, Sandra. Il y a tellement en jeu. Alors peut-être que vous devriez voir cela. Elle sourit en lui remettant une tablette. Elle vient d'arriver du département marketing. Sur l'écran, une vidéo commença à jouer. C'était une séquence de témoignages d'employés de Tech France, depuis des programmeurs juniors jusqu'à des cadres supérieurs. Chacun racontait son histoire de surmonter des difficultés, comment ils étaient venus de milieux humbles et avaient trouvé des opportunités dans l'entreprise. Ce n'est pas tout. Sandra continua de glisser pour montrer plus de contenu. Les réseaux sociaux sont pleins de manifestations de soutien à #TechFranceSociété. Regarde, dit-elle, maman va mieux. Aujourd'hui, elle a pu s'asseoir plus longtemps et elle fait déjà des plans pour les cours de couture. Et Donna Zefa a amené beaucoup de gens du quartier pour voir le médecin. Elle a même dit que cela ressemblait à une fête. À ce moment-là, Julia, la chef des ressources humaines, entra précipitamment dans sa salle. Monsieur Correia, désolé pour l'heure, mais je devais vous montrer cela en personne. Elle tendit un dossier. Ce sont des lettres d'intention de 3 grandes entreprises de technologie qui veulent participer au projet de formation. Elles ont vu la répercussion dans les médias et veulent faire partie. Miguel feuilleta les documents, surpris par les noms prestigieux qui y figuraient. Des entreprises qui étaient normalement ses concurrentes maintenant offraient de collaborer, et ce n'était pas tout. Julia continua, ses yeux brillants d'enthousiasme. L'Association des industries textiles nous a contactés. Ils sont intéressés par l'idée de l'application pour les couturières et veulent discuter d'un partenariat national. Marina, toujours en ligne, écoutait attentivement. Oncle Miguel, cela signifie que ça va marcher ? Oui, cela signifie que nous sommes sur la bonne voie, petite, répondit-il, sentant une nouvelle énergie l'envahir. Mais nous avons encore une bataille importante demain. Maman fait une prière spéciale pour vous. Marina murmura, elle a dit que ta mère Donna Clara doit être très fière là-haut. Après avoir raccroché, Miguel retourna son attention vers Sandra et Julia. Nous devons incorporer toutes ces nouveautés dans la présentation de demain. Le conseil doit voir que c'est plus grand que nos disputes internes. Ils travaillèrent encore quelques heures, affinant chaque détail. Quand ils eurent enfin terminé, il était déjà passé minuit. Vous devez rentrer chez vous maintenant, dit Sandra, insistant. Demain. Elle fut interrompue par une frappe à la porte. C'était Donna Conceição, portant une petite boîte. Désolée de l'heure, dit-elle en entrant timidement dans le bureau, mais je pensais que vous en auriez besoin. Miguel ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvait un vieux agenda de sa mère, avec des pages jaunies. Donna Clara avait noté ses rêves pour l'avenir de son fils et de la communauté. Je l'ai trouvé gardé parmi mes affaires, expliqua Donna Conceição. Ta mère m'a demandé de le livrer quand je sentirais que c'était le bon moment, et quelque chose me dit que ce moment, c'est maintenant. Miguel ouvrit l'agenda avec des mains tremblantes. Sur la première page, l'écriture soignée de sa mère disait « Mon fils, le succès sans but est comme une couture sans fil, il ne résiste pas au temps. Ton véritable héritage ne sera pas mesuré par ce que tu as conquis, mais par le nombre de vies que tu as transformées. » Cette nuit-là, en rentrant chez lui, Miguel emporta l'agenda de sa mère. Il s'assit dans sa bibliothèque et lut chaque page, chaque rêve, chaque espoir que Donna Clara avait inscrit. C'était comme si elle était là, guidant ses pas dans ce moment crucial. Il s'endormit dans son fauteuil, l'agenda sur ses genoux, rêvant de machines à coudre, de sourires d'enfants et d'un avenir où le succès et la solidarité allaient de pair. Demain serait un nouveau jour, une nouvelle bataille. Mais maintenant, il savait avec encore plus de certitude qu'il se battait du bon côté de l'histoire. La salle du conseil de Tech France était pleine ce matin-là. En plus des conseillers habituels, plusieurs actionnaires avaient demandé à assister à la réunion extraordinaire. L'agitation cessa lorsque Miguel entra, accompagné de Sandra et Julia. Ricardo était déjà assis à la tête de la table, le visage tendu, montrant qu'il avait soigneusement préparé sa stratégie. À ses côtés, 3 avocats d'entreprise organisaient des documents. Avant de commencer, Ricardo, souhaitez-vous vous exprimer ? Demanda un des conseillers. Ricardo se leva. Je voudrais exprimer ma préoccupation concernant la présence d'employés à cette réunion du conseil. Sandra et Julia sont des parties fondamentales de cette présentation, répondit Miguel calmement, connectant son ordinateur portable au projecteur. Et je crois que tout le monde ici sera d'accord pour dire que leur présence est essentielle pour entendre ce que nous avons à dire. Un des conseillers les plus anciens, le docteur Mendes, tout sauta.
Considérant la gravité des accusations soulevées par M. Ricardo, je pense qu'il est juste de permettre à M. Correia d'avoir son équipe de soutien présente. Ricardo ajusta sa cravate, visiblement contrarié. Très bien, passons aux choses sérieuses. Ces derniers mois, M. Miguel Correia a détourné des ressources significatives de l'entreprise pour des projets personnels de charité sans l'approbation adéquate du conseil. Excusez-moi, l'interrompit Julia en distribuant des dossiers au présent. Mais ce n'est pas correct. Tous les investissements dans les projets sociaux ont été faits dans le budget approuvé pour la responsabilité sociale d'entreprise. En fait, nous n'avons utilisé que 60% des fonds prévus. Un murmure parcourut la salle pendant que les conseillers examinaient les chiffres. De plus, prit la parole Miguel en se levant, j'aimerais vous montrer quelque chose à tous. La présentation commença par des témoignages des employés, suivis de graphiques montrant l'augmentation de la productivité et de la satisfaction des employés depuis le début des projets sociaux. Les lettres d'intention des entreprises partenaires causaient une impression visible au conseil. Mais ce n'est que le début, continua Miguel, sa voix gagnant en force. Ce qui a commencé comme un acte d'aide individuelle s'est transformé en quelque chose de beaucoup plus grand. Sandra projeta des images du futur centre de formation déjà en rénovation et du projet d'application pour les couturières. Les chiffres projetés d'impact social et de retour financier étaient impressionnants. Ricardo se mit à bouger nerveusement dans sa chaise. « C'est de la pure spéculation, nous n'avons aucune garantie, dit-il. Il fut interrompu par une agitation à la porte de la salle. Donna Zefa entra, suivie de Regina dans un fauteuil roulant, poussé par Marina. « Excusez-moi, dit Donna Zefa fermement, mais nous trouvons important d'être ici. C'est absurde. » Ricardo protesta. « Nous ne pouvons pas permettre cela. » En fait, intervint le docteur Mendes en tant qu'actionnaire de l'entreprise, j'ai le droit d'inviter des observateurs et j'aimerais beaucoup entendre ce que ces dames ont à dire. Regina, encore pâle mais avec un éclat déterminé dans les yeux, prit la parole. Il y a 3 semaines, je n'étais qu'une couturière malade sans perspective. Ma fille de 7 ans devait voler de la nourriture pour nous maintenir en vie. Aujourd'hui, je suis sur le point de coordonner un programme de formation qui va transformer la vie de dizaines de femmes. Marina, tenant la main de sa mère, compléta, et je pourrai retourner étudier. Oncle Miguel m'a dit que je vais apprendre l'informatique et d'autres enfants aussi. La salle se tut. Miguel remarqua que plusieurs conseillers étaient visiblement émus. Messieurs, reprit-il, quand nous avons fondé Tech France, notre rêve était de transformer le monde grâce à la technologie. À un moment donné, nous nous sommes perdus dans les feuilles de calcul et les rapports financiers, mais maintenant, nous avons la chance de retrouver ce but original en combinant innovation technologique et impact social réel. Le docteur Mendes se leva. Je propose un vote. Qui est pour la continuité et l'expansion des projets sociaux de Tech France sous la direction de M. Correia? Les mains commencèrent à se lever, une à une, jusqu'à ce que seul Ricardo et 2 conseillers restent opposés. C'est une erreur, déclara Ricardo en rassemblant ses documents. Vous allez le regretter. Non, Ricardo, l'interrompit Miguel doucement. La seule erreur a été de prendre autant de temps pour comprendre notre véritable mission. Lorsque la réunion se termina, Marina courut pour embrasser Miguel. Nous y sommes arrivés, oncle Miguel. Maintenant, personne ne pourra nous empêcher d'aider les gens. Regina, les larmes aux yeux, serra la main de Miguel. Ta mère serait tellement fière. Miguel regarda par la fenêtre de la salle vers la ville qui s'étendait dehors. Quelque part, une petite maison jaune gardait les mémoires d'une couturière qui rêvait d'un avenir meilleur pour son fils. Maintenant, ce fils réalisait enfin non seulement ses rêves, mais ceux de toute une communauté. La bataille était gagnée, mais la véritable aventure ne faisait que commencer. Dans les semaines qui suivirent la réunion du conseil, la transformation chez Tech France fut notable. L'ancien hangar dans le quartier de Regina était en pleine rénovation, avec des équipes travaillant jour et nuit pour créer le centre de formation. Miguel avait décidé de l'appeler Centre Clara Correia de technologie et d'artisanat, un hommage qui fit pleurer Donna Conceição lorsqu'elle l'apprit. Un après-midi particulièrement animé, Miguel observait le va-et-vient des ouvriers et des bénévoles sur le site. Marina, qui l'accompagnait désormais, expliquait avec enthousiasme le projet à un groupe d'enfants du quartier. « Voici la salle informatique, indiquait-elle, déjà familière avec le plan, et là, les machines à coudre. Maman a dit qu'elle allait enseigner à tout le monde à broder comme elle. » Regina, qui suivait tout depuis son fauteuil roulant,
montrait déjà des améliorations significatives après des semaines de traitement adéquat. Son visage avait repris des couleurs et ses yeux brillaient d'une énergie renouvelée. Pendant qu'elle discutait les détails du programme de couture avec d'autres artisans, Miguel l'appela. « Nous devons parler de quelque chose d'important. » Il se baissa près de son fauteuil, remarquant à quel point elle semblait plus forte chaque jour. « J'ai réfléchi, » commença-t-elle hésitante, « tout le monde ici a une seconde chance grâce à toi. Mais qu'en est-il de Ricardo? Ne devrions-nous pas essayer ?» Miguel sourit, surpris par la générosité de cette femme qui, malgré tant de difficultés, se préoccupait de celui qui avait tenté de bloquer son aide. En fait, il essaie de fixer une réunion avec lui depuis des jours, mais Ricardo ne répond pas aux appels. À ce moment-là, Julia apparut précipitamment, tenant sa tablette. « Monsieur Correia, vous devez voir cela. » Ricardo donne une interview en direct à la télévision. Tout le monde se rassembla autour de la tablette. À l'écran, Ricardo parlait à une journaliste, son visage tordu en une expression amère. Tech France s'éloigne de son but original, transformant une entreprise de technologie en un projet assistentiel. C'est pourquoi j'annonce ma sortie de la société. Je vais vendre mes actions. Et avec « Excusez-moi », une voix interrompit la transmission. La caméra pivota, révélant une femme élégante que Miguel reconnut immédiatement, Elena Santos, l'épouse de Ricardo. « Elena, que faites-vous ici ?» demanda Ricardo, visiblement perturbé, l'empêchant de commettre la plus grande erreur de sa vie. Elle répondit en se tournant vers la journaliste. « Vous savez pourquoi mon mari est si amer? Parce qu'il vient aussi d'une famille humble. Son père était menuisier, il a travaillé toute sa vie dans un petit atelier pour lui donner une éducation. » Ricardo pâlit. « Elena, s'il te plaît, non. » « Ricardo, il est temps de te rappeler qui tu es. Tu n'as pas construit Tech France tout seul. Miguel a toujours été à tes côtés, et maintenant, il fait simplement ce que tu as toujours rêvé de faire, un jour, rendre l'appareil aux opportunités que tu as reçues. » Un silence lourd tomba sur le hangar alors que tout le monde assistait à la scène. Marina, qui s'était approchée silencieusement, tira sur la manche de Miguel. « Oncle Miguel, Ricardo était aussi pauvre que nous parfois. » Il répondit doucement, « Les gens se perdent tellement en essayant de laisser le passé derrière eux qu'ils oublient les leçons importantes qu'ils nous enseignent. » À l'écran, Elena continuait. « Je reviens directement du centre de formation. J'ai passé l'après-midi à parler avec Regina et les autres artisans. Elles veulent créer une ligne de meubles décorés avec leurs broderies. Imaginez, Ricardo, un partenariat entre couturière et menuisier, honorant le travail de ton père. » Les yeux de Ricardo brillèrent avec des larmes retenues. La journaliste, ressentant l'intensité du moment, demanda s'il souhaitait répondre. Il hésita, puis regarda directement la caméra. « Miguel, dit-il, si vous regardez, nous pouvons parler. » Regina serra la main de Miguel. « Va, murmura-t-elle, chaque personne mérite une chance de retrouver son chemin. » Miguel regarda autour de lui le hangar en rénovation, les enfants jouant, rêvant d'un avenir meilleur. Pour Marina, qui l'observait avec ses yeux sages et au-delà de son âge, dans chaque visage, il voyait les reflets de sa propre histoire, de sa mère, de toutes les personnes qui l'avaient aidé à arriver là. « Sandra, » appela-t-il, « découvre où Ricardo donne l'interview et appelle-le en lui disant que je serai là dans 20 minutes. » Pendant qu'il se préparait à partir, Marina l'embrassa. « Oncle Miguel, maman dit toujours que pardonner fait du bien au cœur. » Miguel sourit, se souvenant des mots écrits dans le journal de sa mère, « Le véritable succès ne réside pas dans le nombre de portes que tu peux ouvrir pour toi-même, mais dans combien tu en laisses ouvertes pour les autres. » Il était temps d'ouvrir une autre porte. La chaîne de télévision se trouvait dans le centre financier de Paris, non loin du bureau de Tech France. En route, Miguel se remémora les jours de l'entreprise, quand lui et Ricardo n'étaient que deux jeunes rêveurs partageant un petit bureau loué. À son arrivée, il trouva Ricardo attendant à la réception. « Il est à la cafétéria, » dit-elle. Sans détour, il a passé les 20 dernières minutes à regarder par la fenêtre après la fin de la diffusion. Je pense qu'il a enfin commencé à réfléchir à tout. Miguel acquiesça en prenant l'ascenseur jusqu'au dernier étage. À la cafétéria, il trouva Ricardo assis seul dans un coin, une tasse de café intacte devant lui. Il semblait plus petit mais plus vulnérable que l'exécutif combatif des dernières semaines. « Puis-je m'asseoir » demanda Miguel doucement. Ricardo fit un geste affirmatif avec la tête, encore sans le regarder directement. Ils restèrent quelques instants en silence, regardant la ville en bas. « Sais-tu ce qui m'énervait le plus, Ricardo » dit-il finalement. «
Te voir aider cette fille et sa mère me rappelait des choses que j'ai passé ma vie à essayer d'oublier. L'odeur de la sueur dans l'atelier de mon père, la coupe du bois jusqu'à tard dans la nuit. Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de ça? Demanda Miguel. Parce que j'avais honte. Nous avons construit notre image comme des géants de la technologie. Comment pouvais-je admettre que le grand Ricardo Santos était le fils d'un simple menuisier de quartier? Miguel sortit le vieux agenda de sa mère de sa poche et le posa sur la table. Je l'ai trouvé récemment. Ce sont les rêves que ma mère avait pour moi et pour la communauté. Tu sais ce que j'ai découvert? Que le succès sans but est vide. Ricardo le regarda enfin, les yeux embués. Elena m'a parlé du centre de formation, des projets que vous développez, dit-il. Elle a même suggéré un partenariat avec des menuisiers locaux. Et pourquoi ne pourrions-nous pas créer une ligne exclusive de meubles combinant la tradition de la menuiserie avec les broderies des artisans? Technologie et artisanat, passé et futur, travaillant ensemble. Un petit sourire apparut au coin des lèvres de Ricardo. Mon père aurait adoré ça. Il disait toujours que chaque pièce de mobilier raconte une histoire. Alors viens raconter cette histoire avec nous. Miguel proposa, le centre a besoin de quelqu'un avec de l'expérience en gestion de projet, et je suis sûr que Marina adorerait apprendre la menuiserie aussi. La petite Marina hocha la tête. C'est qu'elle me rappelle ma petite sœur. Elle aussi était déterminée, ainsi elle a réussi à obtenir son diplôme en médecine. Aujourd'hui, elle travaille dans un centre de santé en périphérie. À ce moment-là, le téléphone de Miguel a sonné, c'était un message de Marina avec une photo. Elle et d'autres enfants avaient fait une grande affiche pour le centre de formation. En arrière-plan, on pouvait voir Regina enseignant à quelques femmes comment utiliser une machine à coudre moderne. Miguel a montré la photo à Ricardo, qui voulait la rencontrer en personne. Ricardo, pour un instant, s'est levé, déterminé. Je vais devoir passer chez moi d'abord, j'ai quelque chose que je veux récupérer. 2 heures plus tard, ils arrivaient au centre de formation. Ricardo portait une boîte à outils ancienne avec les initiales gravées sur le bois. C'était celle de mon père, Antoine Santos. Il a expliqué à Marina qu'il avait couru les accueillir. Il m'a appris que chaque outil a son histoire, son but. Marina a examiné les outils avec curiosité. « Monsieur, pouvez-vous m'apprendre à les utiliser ?» demanda-t-elle. Ricardo a souri, surpris lui-même, et a ajouté « Qui sait, nous pourrions peut-être fabriquer une table spéciale pour que ta mère puisse travailler avec les coutures. » Regina, observant la scène depuis sa chaise, a échangé un regard significatif avec Miguel. Les mots n'étaient pas nécessaires pour exprimer ce que tout le monde ressentait. Il assistait non seulement à une réconciliation, mais aussi à la naissance de quelque chose de nouveau et de spécial. Madame Conception, qui aidait à l'organisation de l'espace, s'est approchée de Miguel. Sa mère disait toujours que le véritable miracle n'était pas de transformer les gens, mais de leur donner la chance de se transformer par eux-mêmes. Miguel a observé pendant que Ricardo montrait à Marina comment utiliser un rabot, expliquant patiemment le processus de lissage du bois. Sur le visage de son ancien ami et associé, on voyait l'éclat de quelqu'un qui retrouvait enfin son essence. Oncle Miguel a appelé, excité. « Viens voir, oncle Ricardo a dit que nous pouvons organiser un atelier spécial avec des tables de menuiserie et des machines à coudre ensemble. Ce sera comme une usine de belles choses, une usine de rêves. » Ricardo a corrigé doucement, c'est ainsi que mon père appelait son atelier, et là, entre les outils anciens et les nouveaux rêves, un nouveau pont a été construit, une nouvelle histoire de transformation a commencé à s'écrire. La nouvelle de la réconciliation entre Miguel et Ricardo s'est rapidement répandue à la Tech France et dans la communauté. Personne ne s'attendait à l'impact que cette union aurait sur les projets du centre de formation. Ricardo, reconnecté avec ses racines, s'est plongé à fond dans l'initiative, apportant une perspective complètement nouvelle. Un matin particulièrement animé, le centre bourdonnait d'activités. Dans un coin, Regina coordonnait un groupe de femmes qui apprenaient à utiliser les nouvelles machines à coudre informatisées. Dans un autre, Ricardo avait monté un petit atelier de menuiserie où il enseignait aux jeunes du quartier. « Regarde ça, oncle Miguel !» s'est exclamé Marina en montrant fièrement une petite boîte en bois qu'elle avait fabriquée sous la direction de Ricardo. Le couvercle était décoré d'une broderie délicate faite par sa mère. Miguel a examiné la pièce avec admiration. « Elle est belle, Marina. Tu deviens une vraie artiste. » En fait, Ricardo s'est approché, nettoyant ses mains avec un tablier de menuisier. C'était son idée de combiner la menuiserie avec la broderie. « Ça m'a fait réfléchir. » A-t-il conduit Miguel jusqu'à une table où plusieurs prototypes étaient exposés, boîtes à bijoux, boîtes décoratives,
petits meubles, tous combinant le travail du bois avec les broderies des artisans locaux. Marina m'a montré que nous pouvons créer une ligne unique de produits, a expliqué Ricardo, les yeux brillants d'enthousiasme. Quelque chose qui allie le traditionnel au moderne, la technologie à l'artisanat. Julia, qui venait d'arriver avec quelques feuilles de calcul, s'est jointe à la conversation, et le marché adore l'idée. Nous avons déjà reçu des demandes de 3 grandes chaînes de décoration intéressées par la commercialisation des produits. Regina, s'approchant de sa chaise roulante motorisée, a souri, et le meilleur, c'est que chaque pièce raconte une histoire. Regardez cette boîte que Marina a faite, elle a la force du travail manuel de Ricardo et la délicatesse de nos broderies. Histoire, murmura Miguel, une idée se formant dans son esprit. C'est ça. Nous ne créons pas seulement des produits, nous racontons des histoires. Tous le regardèrent avec curiosité. Et Eno le commença à expliquer sa vision. Chaque pièce qui sort d'ici sera accompagnée d'un QR code. Lorsqu'il sera scanné, il mènera à une vidéo où le client pourra connaître la personne qui a fabriqué cette pièce. Le menuisier, le brodeur, leurs histoires, leurs inspirations. Comme un réseau social pour les artisans. Marina a complété, excitée, nous pouvons faire comme ces vidéos que tout le monde aime regarder. Ricardo acquiesça, pensif, nous pouvons créer une plateforme spécifique pour cela, quelque chose qui connecte les artisans de tout le pays, pas seulement ceux d'ici. Et ça ne doit pas être seulement menuiserie et couture. Madame Conception, qui s'était approchée silencieusement, a ajouté, nous avons des céramistes, des peintres, tant d'artistes cachés dans cette communauté. Le brouhaha des idées a été interrompu par Sandra, qui est entrée précipitamment au centre. Monsieur Correa, le maire est au téléphone. Il a entendu parler du projet et veut vous rencontrer en personne. Il parle de reproduire le modèle dans d'autres quartiers de la ville. Miguel a regardé autour de lui, Ricardo enseignait patiemment à un jeune comment façonner une pièce de bois pour Regina, qui guidait ses élèves avec dévouement. Marina expliquait maintenant avec enthousiasme à d'autres enfants comment fonctionnait le QR code dans sa boîte. Oncle Miguel a appelé en courant, Marina, viens vite. Avec sa tablette, j'ai dessiné comment l'application des artisans pourrait être. Ma prof de informatique m'a aidé. Sur la tablette, un croquis coloré montrait une interface simple mais accueillante, avec des espaces pour les photos, les histoires et même un système de messagerie entre artisans et clients. Et tu sais quoi d'autre, a-t-elle continué, les yeux brillants, nous pourrions faire une sorte de carte montrant tous les endroits où des gens font de belles choses de leurs mains. Comme ça, tout le monde saurait que ce ne sont pas seulement les grandes entreprises qui ont des gens importants. Ricardo, qui écoutait attentivement, a posé sa main sur l'épaule de Miguel. Tu te souviens quand nous avons commencé la Tech France, nous étions aussi seulement 2 rêveurs voulant changer le monde à travers la technologie. Peut-être que nous réalisons enfin ce rêve, mais d'une manière différente de ce que nous imaginions. Miguel a senti ses yeux se remplir de larmes. Dans son esprit, il pouvait entendre clairement la voix de sa mère. Parfois, mon fils, le succès ne réside pas dans le chemin que nous planifions, mais dans les virages que la vie nous fait prendre. Le téléphone de Marina a sonné, c'était un message de l'hôpital. Maman, elle a crié de joie. Le médecin a dit que la semaine prochaine, tu pourras commencer à marcher un peu. Regina a souri, des larmes de joie dans les yeux. Et bientôt, je pourrai me lever pour mieux enseigner, tant de gens veulent apprendre. Miguel a observé cette scène, son cœur débordant. Le centre de formation s'était transformé en plus qu'un projet social, c'était un creuset de rêve, un lieu où la technologie et la tradition, le passé et le futur, se rencontraient pour créer quelque chose de vraiment spécial. Et ce n'était que le début. C'était une matinée spéciale au centre Clara Correa. Après 6 semaines de traitement intensif et de physiothérapie, Regina allait enfin faire ses premiers pas sans aide. La nouvelle s'était répandue dans la communauté et une petite foule s'était réunie pour témoigner du moment. Lentement, sa mère Marina murmurait en tenant la main de Regina pendant qu'elle se préparait à se lever de son fauteuil roulant. De l'autre côté, la physiothérapeute offrait un soutien professionnel. Miguel observait la scène avec le cœur serré d'émotion. Regina portait une nouvelle robe qu'elle avait elle-même achetée pendant ses séances de thérapie occupationnelle, symbole de sa propre renaissance. « Tu y arrives ?» l'a encouragé doucement Miguel. Regina a pris une profonde inspiration et, avec détermination dans le regard, s'est appuyée sur les accoudoirs de la chaise. Lentement, son corps s'est élevé, d'abord un pas hésitant, puis un autre plus ferme. À chaque mouvement, des décennies d'histoire de surmonter semblaient se matérialiser dans l'air. « Regarde, oncle Miguel !» s'est exclamé Marina. Des larmes de joie coulaient sur son visage. « Maman marche !»
Les applaudissements ont éclaté spontanément tandis que Regina accomplissait sa première marche jusqu'à la machine à coudre. En s'asseyant devant elle, ses mains ont caressé le métal avec révérence. « Madame Clara doit être très fière maintenant », a commenté Madame Conception en essuyant ses yeux en voyant sa vieille machine à coudre reprendre vie entre les mains d'une autre guerrière. Miguel a écarquillé les yeux. « Comment ça ? » ?»« Ah, je ne t'avais pas dit », a expliqué Madame Conception avec un sourire. « Quand j'ai su que nous avions besoin de machines pour le centre, je suis allé chez toi. La famille qui y habite avait gardé la machine de ta mère au sous-sol. Quand j'ai expliqué le projet, ils ont insisté pour la donner. » À ce moment-là, Ricardo est entré précipitamment au centre, portant un dossier. « Miguel, tu dois voir ça », a-t-il appelé, excité. « Tu te souviens de l'application que Marina a dessinée ? Notre équipe de développement l'a transformée en réalité. Regarde sur sa tablette. » Ricardo a montré l'interface de l'application « Artisan connecté ». C'était étonnamment similaire au dessin original de Marina, mais avec des fonctionnalités professionnelles ajoutées. La plateforme permettait aux artisans de tout le pays de s'inscrire, de raconter leurs histoires et de commercialiser leurs produits. Et ce n'est pas tout, a continué Ricardo. 3 universités nous ont contactés pour établir des partenariats. Ils veulent utiliser notre centre comme modèle pour des études d'innovation sociale. Marina, qui s'était approchée, curieuse, a écarquillé les yeux en voyant son dessin transformé en réalité. « Oncle Ricardo, c'est exactement ce que j'imaginais, » a-t-elle dit, car nous avons gardé l'essence de ton projet. Petit Ricardo a souri en ébouriffant affectueusement ses cheveux. Parfois, la meilleure innovation vient de la simplicité. Regina, toujours assise à la machine à coudre, a appelé Miguel lorsqu'il s'est approché. Elle a pris sa main. « Tu sais ce qui m'émeut le plus ?» a-t-elle dit doucement. Voir comment une chaîne de bonté peut tout transformer. Ta mère t'a inspiré, tu nous as aidés, et maintenant nous aidons tous les autres. C'est comme cette histoire de broderie que madame m'a apprise. Marina a complété, chaque point se relie à un autre, formant un dessin plus grand. Miguel a senti son téléphone vibrer, c'était une notification de l'application. La première vente avait été réalisée. Une boîte en bois avec un couvercle brodé faite par Marina et Regina avait été achetée par quelqu'un à Lyon. « Regarde, maman !» a crié Marina, excitée. Nous avons vendu notre première pièce et la personne a laissé un commentaire sur l'écran. Le message disait « J'ai acheté cette boîte non seulement pour sa beauté, mais pour l'histoire qu'elle raconte. C'est bon de savoir qu'il y a encore des gens prêts à maintenir vivante l'art du travail manuel. » Ricardo, qui écoutait par-dessus l'épaule de Marina, a commenté « Vous savez ce que mon père disait toujours ? Que chaque pièce qui sortait de son atelier portait un morceau de son âme. Je crois que je comprends enfin ce qu'il voulait dire. » À ce moment-là, un groupe de jeunes est entré dans le centre. C'étaient les premiers élèves du cours de programmation qui allaient commencer. Cet après-midi-là, leurs yeux brillaient d'expectative en observant l'espace où la technologie et la tradition se rencontraient harmonieusement. Oncle Miguel a appelé « Marina, viens vite !» Sa voix pensante, « Nous pourrions enseigner aux enfants à programmer et à faire de l'artisanat en même temps, non ? Comme ça, ils auraient des racines et des ailes. » Miguel a embrassé la petite, émerveillé par sa sagesse. « Racines et ailes » a-t-il répété. « C'est exactement ce que nous construisons ici. » Regina, maintenant debout de nouveau, a commencé à organiser son premier groupe d'élèves. Sa voix, auparavant timide, portait maintenant la confiance de quelqu'un qui avait trouvé son véritable but. Ainsi, ce matin spécial, un autre chapitre s'écrivait dans l'histoire du Centre Clara Correa, un lieu où le passé et le futur s'entrelacent pour créer un présent plein de possibilités. Le printemps est arrivé, apportant des transformations au Centre Clara Correa. Ce qui était autrefois un hangar gris affichait maintenant un jardin communautaire coloré, une idée née lorsque Marina a découvert que plusieurs artisans utilisaient les fleurs comme inspiration pour leur broderie. Comme ils ne plantaient pas les fleurs qu'ils brodaient, elle avait suggéré lors d'une réunion de créer de petits parterres de fleurs. La proposition simple a pris vie propre et maintenant, de petits lits de fleurs ornaient l'entrée du centre, soigneusement entretenus par les élèves et les enseignants. Un matin particulièrement animé, Miguel est arrivé pour trouver une agitation différente. Un groupe de photographes et de journalistes était présent, se déplaçant avec aisance entre les machines à coudre, guidant leurs élèves. C'était pour un magazine de décoration, a expliqué Sandra en s'approchant avec son inévitable tablette numérique. Ils étaient enchantés par notre ligne de produits artisanaux, mais ce n'est pas tout. Avant qu'elle ne puisse continuer, Marina a fait irruption par la porte, portant sa tablette. «
Oncle Miguel, nous avons atteint 1000 téléchargements de l'application en une semaine, a-t-elle annoncé en souriant en entendant la célébration. Et ce n'est pas tout, a-t-elle continué, des artisans de 5 régions différentes se sont déjà inscrits sur la plateforme. Miguel a observé le mouvement dans le centre. Dans un coin, de jeunes apprenaient la programmation sur des ordinateurs modernes. Dans un autre, des dames échangeaient des techniques de broderie traditionnelles. La fusion entre le nouveau et l'ancien se produisait naturellement, comme une danse bien orchestrée. Une voix douce l'a appelée. C'était Clara, une dame qui fréquentait les cours de couture. « Puis-je vous montrer quelque chose ?» Elle l'a conduit jusqu'à sa machine à coudre où une broderie délicate prenait forme. C'était une reproduction de l'ancienne maison jaune où Miguel avait grandi, entourée de fleurs colorées. Madame Regina lui a raconté l'histoire. « J'ai pensé à faire cela pour vous, chaque point ici est une reconnaissance pour nous avoir donné cette opportunité. » Miguel a senti ses yeux se remplir de larmes, mais a été interrompu par un tumulte à l'entrée. Une fourgonnette scolaire s'est arrêtée, apportant un groupe d'enfants en uniforme. « C'est la première visite officielle », a annoncé Marina, fière. « J'ai aidé à organiser cela avec ma professeure. Nous allons leur montrer que la technologie et l'art peuvent aller de pair. » Les enfants sont entrés timidement, mais ont rapidement été charmés par l'environnement. Ricardo les a conduits à travers la zone de menuiserie, expliquant comment les ordinateurs aidaient au design des pièces. Regina a démontré comment les machines à coudre modernes pouvaient reproduire des motifs complexes de broderie. Et ici, Marina a expliqué à ses camarades de classe, « C'est ici que nous apprenons à créer des applications. Vous saviez que notre application aide déjà des gens partout en France ?» Une petite fille a levé la main. « Mais pourquoi y a-t-il de vraies fleurs ici ? Ce n'est pas un endroit de technologie. » Marina a souri en menant le groupe vers le jardin. « Parce que les fleurs nous rappellent que tout ce qui est beau a besoin de soins pour grandir. Maman dit que c'est comme le talent, si vous ne le cultivez pas, il se fane. » Miguel observait la scène lorsque Julia est arrivée avec des nouvelles de la Tech France. « Les actions de l'entreprise ont augmenté de 15% depuis que nous avons commencé le projet social, » a-t-elle rapporté. Et le plus intéressant, d'autres entreprises technologiques nous cherchent pour comprendre notre modèle d'innovation. Ricardo a ajouté en les rejoignant, « Je viens de sortir d'une réunion virtuelle avec un groupe d'entrepreneurs, ils veulent reproduire notre centre dans d'autres villes. » Regina, qui passait avec un groupe de nouvelles élèves, s'est arrêtée pour participer à la conversation. « Vous savez ce qui m'émeut le plus ? Voir comment les gens retrouvent leur dignité. Hier, une de mes élèves a obtenu son premier client grâce à l'application. Elle a pleuré en disant qu'elle pourrait enfin acheter des fournitures scolaires pour son fils sans aide. » À ce moment-là, Madame Conception est entrée précipitamment au centre. « Miguel, viens voir ça dans le jardin. » Les enfants visiteurs s'étaient joints aux élèves du centre pour une activité improvisée. Certains apprenaient les points de base de la broderie, d'autres expérimentaient avec les outils de menuiserie, tandis qu'un groupe se relayait sur les ordinateurs. « Regarde !» s'est exclamé Marina, expliquant à une camarade, « Si tu dessines la fleur sur l'ordinateur d'abord, ensuite c'est plus facile de la broder sur le tissu. » Miguel a senti une main sur son épaule. C'était Ricardo, les yeux embués de larmes. « Tu sais ce qui m'impressionne le plus ?» a-t-il commenté. « Comment tout cela a commencé avec un simple acte de bonté. Tu as aidé Marina et Regina, et maintenant, regarde combien de vies sont transformées. » Un papillon s'est posé sur une des fleurs du jardin, attirant rapidement l'attention des enfants. Elle a pris son tablette pour photographier. « Je vais utiliser cette photo pour créer un nouveau motif de broderie dans l'application, » a-t-elle annoncé. Nous pourrions appeler cela la collection Métamorphose, parce que c'est ce qui se passe ici, tout le monde se transforme en quelque chose de plus beau. Miguel a souri, pensant à comment sa mère aurait adoré voir cet espace où la technologie et la tradition dansaient ensemble, où les fleurs poussaient du béton et où chaque jour apportait de nouvelles possibilités de transformation. Le succès du centre Clara Corea commençait à attirer l'attention internationale. Un après-midi animé, Miguel recevait une délégation d'exécutifs japonais intéressés par le projet alliant technologie et artisanat traditionnel. Incroyable! Comment avez-vous réussi à préserver l'essence du travail manuel tout en incorporant la technologie moderne? A commenté l'un des visiteurs en observant Regina enseigner à une jeune à utiliser une machine à coudre informatisée. Marina, qui maîtrisait déjà quelques mots en anglais grâce aux cours de programmation, servait de guide improvisé pour le groupe. Voici où la magie opère, a-t-elle expliqué en les conduisant à travers la zone de développement de logiciels. Les programmeurs travaillaient avec les artisans pour créer des choses spéciales.
À l'une des stations de travail, une ancienne élève de Regina, maintenant programmeuse junior, développait une mise à jour pour l'application. À côté d'elle, sa grand-mère, une dentelière traditionnelle, suggérait des améliorations à l'interface basée sur son expérience avec l'artisanat. C'est ce qui rend notre projet unique, a expliqué Ricardo aux visiteurs. Nous n'imposons pas la technologie sur la tradition, nous laissons les deux dialoguer naturellement. L'une des exécutives japonaises s'est émue en voyant une dame enseigner aux enfants à broder pendant qu'ils apprenaient à créer des motifs numériques sur l'ordinateur. Au Japon, a-t-elle commenté, nous luttons pour garder vivantes nos traditions artisanales. Peut-être que c'est le chemin, ne pas résister au nouveau, mais l'embrasser sans perdre nos racines. À ce moment-là, Julia est entrée précipitamment au centre, portant une nouvelle importante. Miguel, Ricardo, vous n'allez pas croire ça. Le Centre Clara Correa a été sélectionné pour représenter la France dans un forum international d'innovation sociale, a-t-elle annoncé. La nouvelle s'est rapidement répandue dans le centre, générant une vague de joie et de fierté. Regina, qui guidait un groupe de nouvelles élèves, s'est arrêtée un instant pour absorber l'information. Qui l'aurait cru ? A murmuré en regardant sa fille, qui expliquait maintenant avec confiance le fonctionnement de l'application aux visiteurs étrangers. Une petite ambassadrice s'est approchée, remarquant combien ses yeux brillaient d'émotion. Ce qui m'émeut le plus, a continué Regina, c'est de voir comment chaque personne qui passe par ici découvre sa propre valeur. Hier, une de mes élèves les plus âgées, Madame Zilda, a vendu sa première couette via l'application. Elle a pleuré en disant qu'elle n'aurait jamais imaginé que ses mains calleuses puissent créer quelque chose que des gens du monde entier voudraient acheter. Ricardo, qui écoutait la conversation, a ajouté. Et ce n'est pas tout, 3 de nos jeunes apprentis menuisiers ont été embauchés par une entreprise de design. Ils vont créer une ligne de meubles qui combine des techniques traditionnelles avec la technologie numérique. Marina, qui avait terminé la visite avec les visiteurs, a couru vers eux avec sa tablette. Regardez, la dame du Japon a déjà téléchargé notre application et suit le profil de maman. Sur l'écran, l'exécutive japonaise avait laissé un commentaire en anglais que Marina tentait de traduire avec l'aide du traducteur en ligne. Au Japon, nous avons un concept appelé kintsugi, l'art de réparer la céramique cassée avec de l'or, transformant les fissures en quelque chose de beau. Ce que vous faites ici est une sorte de kintsugi différent, transformant les histoires brisées en or à travers l'union de la tradition et de l'innovation. Madame Conception, qui s'était approchée silencieusement, a souri en entendant la traduction. Ma mère disait toujours quelque chose de similaire. Miguel, oui, a-t-il ajouté, parfois, nous devons nous briser pour découvrir l'or qui est en nous. Un groupe d'enfants est passé en courant, portant des dessins mélangeant des motifs de broderie traditionnelle avec des éléments de design numérique, leur devoir de cours d'art technologique. Regardez, a crié l'une d'elles en montrant son dessin, une fleur qui danse quand on pointe le téléphone vers elle, on pourrait aborder ça, a-t-elle souri, déjà en train de penser aux possibilités. Pourquoi ne pas mélanger la réalité augmentée avec la broderie traditionnelle? Je l'imagine déjà, a complété Ricardo, enthousiaste. Nous pourrions créer des pièces qui racontent des histoires quand on les scannait avec le téléphone. Miguel observait cette scène avec le cœur rempli. Le Centre Clara Correa était devenu bien plus qu'un projet social, c'était un laboratoire vivant de possibilités où chaque jour apportait une nouvelle découverte, une nouvelle façon d'unir l'ancien et le nouveau. La délégation japonaise s'est retirée, mais des plans pour un partenariat international étaient déjà en cours. Dans le jardin, les fleurs plantées par Marina et ses amis commençaient à attirer des papillons, transformant l'ancien hangar gris en un oasis de couleurs et de possibilités. Oncle Miguel a appelé Marina en tirant sur sa manche. Maman dit toujours que les meilleures révolutions commencent petites, comme une graine. Est-ce ce que nous faisons ici, plantant une révolution? Miguel a embrassé la petite, pensant à quel point sa mère serait fière de voir ses graines enfin fleurir dans un jardin si spécial. Une semaine après la visite de la délégation japonaise, le Centre Clara Correa bourdonnait de nouvelles idées. Regina avait proposé un défi créatif, créer une collection spéciale qui combine des techniques traditionnelles de différentes cultures avec la technologie de pointe. Imaginez, expliquait-elle à un groupe d'artisans réunis autour de sa table de travail maintenant équipée d'une tablette intégrée, nous pouvons mélanger nos broderies avec des motifs japonais, scandinaves, africains. Marina, qui numérait quelques dessins sur l'ordinateur à côté, a complété, excitée. Et nous pouvons utiliser la réalité augmentée pour montrer l'histoire de chaque pièce, comme un musée vivant dans les articles. L'enthousiasme était contagieux.
Dans la zone de menuiserie, Ricardo guidait un groupe de jeunes qui expérimentaient en combinant des techniques anciennes de sculpture avec l'impression 3D. Mon père disait que chaque pièce de bois a sa propre histoire, expliquait-il en passant sa main sur une planche de bois. Maintenant, nous pouvons raconter ces histoires de façon qu'il n'aurait jamais imaginé possible. Miguel observait tout avec satisfaction. Lorsque Sandra est entrée précipitamment au centre, elle a annoncé « Nous avons une surprise. Vous vous souvenez de cette professeure universitaire qui a visité le centre le mois dernier ? Elle vient de publier une étude de cas sur notre projet dans une revue académique internationale. » La nouvelle a causé un tollé. Regina, qui marchait maintenant avec aisance dans l'espace, a pris la tablette pour lire l'article. Le phénomène Clara Correa, en tant que centre d'innovation sociale, redéfinit la relation entre la technologie et la tradition, a-t-elle lu à haute voix, les yeux brillants. Et le plus intéressant, a continué Sandra, c'est que des universités de 3 continents nous ont déjà contactés pour établir des partenariats de recherche. Marina, curieuse, a froncé les sourcils. Qu'est-ce qu'un partenariat de recherche ? Cela signifie que des chercheurs du monde entier veulent apprendre de ce que nous faisons ici, a-t-elle expliqué. Petite Mel a ajouté. Ils veulent comprendre comment nous avons réussi à combiner le nouveau et l'ancien de manière efficace. Ah, c'est facile, a souri Marina. C'est juste faire avec amour, comme maman le dit toujours. La simplicité de la réponse a fait sourire tout le monde, mais il y avait une vérité profonde dedans. Le succès du centre ne venait pas seulement de la technologie ou des techniques artisanales, mais de l'amour et du respect avec lesquels chaque élément était traité. À ce moment-là, un groupe de dames est entré au centre, portant quelque chose couvert d'un drap brodé. C'était Madame Conception, accompagnée d'anciennes amies de Madame Clara. Miguel a appelé, ému. Nous avons trouvé cela dans l'ancien quartier. Les voisines ont gardé, pendant toutes ces années, en retirant le drap, un ancien album de patchwork. À l'intérieur, en plus d'échantillons de broderie et de dentelle, il y avait de vieilles photos de Madame Clara enseignant à d'autres femmes à coudre. Ta mère avait son propre centre communautaire sans le savoir, a expliqué Madame Conception. Notre salle de couture était petite, a-t-elle poursuivi, mais les rêves qui naissaient là étaient énormes. Miguel a feuilleté l'album avec soin, reconnaissant dans les morceaux de tissu et les photographies jaunies les graines de ce que le centre Clara Correa était devenu. Oncle Miguel a appelé Marina en regardant les vieilles photos. Nous pourrions tout numériser et créer un musée virtuel de Madame Clara et de toutes les anciennes artisanes du quartier ? Regina, qui examinait les broderies de l'album, ajouta « Nous pourrions recréer ces points anciens, les mélanger avec de nouvelles techniques encore mieux. » Ricardo compléta, déjà en train de visualiser les possibilités, nous pourrions créer une bibliothèque numérique de techniques artisanales, préserver ce savoir pour les générations futures. L'une des dames qui accompagnait Madame Conceição commenta avec émotion, Clara disait toujours que l'avenir serait construit par des mains qui savent à la fois taper et broder. Elle en était tellement certaine. Julia, qui venait d'arriver avec plus de nouveautés de Tech France, s'arrêta pour observer le groupe réuni autour de l'ancien album. Savez-vous, dit-elle, nous venons de recevoir une proposition intéressante. Une grande entreprise de technologie souhaite créer un programme d'échange pour envoyer de jeunes programmeurs apprendre auprès de nos artisans et vice-versa. Ainsi, Marina demanda curieuse, imaginez. Julia expliqua, des programmeurs apprenant l'importance du travail manuel, de la patience, de la tradition, et des artisans découvrant comment la technologie peut élargir leurs horizons. Miguel regarda autour du centre, vers les machines à coudre modernes à côté des anciennes rouets à filer, les ordinateurs partageant l'espace avec des outils centenaires de menuiserie, le jardin où des fleurs traditionnelles poussaient à côté de capteurs surveillant leur croissance. « Maman, murmura-t-il doucement, je pense que j'ai enfin compris ce que tu voulais dire sur la construction de ponts entre le passé et le futur. » Le son des rires d'enfants attira son attention. Un groupe d'enfants jouait dans le jardin, certaines programmant de petits robots, d'autres apprenant les points de base du broderie, l'avenir et le passé dansant ensemble naturellement, comme cela aurait toujours dû être. Un mois après la découverte de l'album de Madame Clara, le centre bourdonnait d'un nouveau projet. Le musée virtuel suggéré par Marina avait évolué en quelque chose de bien plus grand, une plateforme collaborative réunissant histoire, technique et savoir d'artisans de tout le pays. « Regardez, oncle Miguel !» s'exclama Marina en montrant sa tablette, une dame de la Bretagne a vu notre application et a envoyé une vidéo montrant comment elle fait ses dentelles. Elle a appris de sa grand-mère, qui a appris de sa arrière-grand-mère. À l'écran,
Une dentelière aux cheveux blancs montrait patiemment des points délicats tout en racontant des histoires de sa famille. En arrière-plan, sa petite fille numérisait les motifs de dentelle sur un ordinateur. Regina, qui coordonnait un groupe de plus en plus grands d'artisans, sourit en voyant la vidéo. C'est incroyable comment les histoires se connectent. Hier, j'ai reçu un message d'une brodeuse du Japon qui souhaite apprendre nos points brésiliens, ajouta Ricardo en s'approchant avec son ordinateur portable. Cette idée de mélanger réalité augmentée et artisanat devient un cas de succès international. 3 universités veulent déjà inclure le projet dans leurs cours de design numérique. Le centre s'était transformé en un véritable laboratoire d'innovation sociale. Dans un coin, de jeunes programmeurs travaillaient côte à côte avec des artisans traditionnels, créant des interfaces respectant à la fois le code numérique et le manuel. Miguel, Sandra appela en entrant précipitamment, la première dame a confirmé sa visite pour la semaine prochaine. Elle veut voir le projet en personne. Un bouillonnement d'excitation parcourut l'environnement. Madame Conceição, qui organisait les archives historiques du centre, leva les yeux d'une pile de vieilles photographies. Clara serait tellement fière, murmura-t-elle en voyant comment sa petite salle de couture avait inspiré quelque chose d'aussi grand. Marina, qui était devenue une sorte d'ambassadrice junior du projet, faisait déjà des plans. Nous pourrions lui montrer comment fonctionne la broderie avec la réalité augmentée, les pièces mêlant menuiserie et technologie, et surtout, Regina compléta, montrer comment le projet change des vies. Hier même, 3 de nos élèves ont lancé leur propre boutique en ligne. Miguel observait l'agitation lorsque Julia apparut avec une nouveauté. « Attendez, vous n'allez pas le croire », annonça-t-elle. « Vous vous souvenez de cet article sur le centre ? Une organisation internationale de préservation des savoirs traditionnels nous a contactés. Ils veulent documenter notre méthodologie comme exemple de préservation culturelle à l'ère numérique. » L'enthousiasme fut interrompu par un groupe d'enfants qui entra couramment dans le centre, mené par un garçon portant quelque chose dans ses mains. « Madame Regina, appela-t-il, haletant, regardez ce que nous avons fait en classe de robotique. C'est un petit robot fait avec des matériaux recyclés, décoré de broderies et de sculptures sur bois. Les enfants avaient programmé le dispositif pour danser selon les motifs des broderies qu'ils scannaient. La professeure avait dit que nous pouvions utiliser la technologie pour préserver l'art. Une des filles expliqua fièrement. Ensuite, nous avons pensé, pourquoi ne pas faire de l'art avec la technologie aussi ? Regina prit délicatement le petit robot, émerveillée par la créativité des enfants. Regardez, dit-elle avec émotion, comment leur innocence a trouvé une si belle manière d'unir les deux mondes. À ce moment-là, un groupe d'exécutifs internationaux visitant le centre s'arrêta pour observer la démonstration du robot. L'un d'eux, un monsieur japonais, demanda à prendre des photos à Tokyo. Il commenta via le traducteur de son téléphone, « Nous luttons pour intéresser nos jeunes aux arts traditionnels. Peut-être que c'est la voie à suivre, ne pas forcer le choix entre le nouveau et l'ancien, mais créer des ponts entre eux. » Marina, qui suivait tout attentivement, tira la manche de Miguel. « Oncle Miguel, nous pourrions faire une sorte d'école spéciale ici, non ? Pour enseigner à d'autres personnes à réaliser des projets comme celui-ci ailleurs. » Miguel sourit en pensant à cette fille qu'il avait connue, essayant d'attraper de la nourriture au supermarché, devenue une petite visionnaire. « En réalité, répondit-il, je pense que nous le faisons déjà. Marina, chaque personne qui passe par ici emporte un peu de cette graine avec elle. » Ricardo, qui écoutait la conversation, ajouta, « Et chaque graine plantée se transforme en un nouveau jardin. C'est comme ta mère le dit toujours, le bien se multiplie quand il est partagé. » Dans le jardin du centre, les fleurs plantées par Marina et ses amis se balançaient au vent, dispersant leurs graines, une métaphore parfaite de ce que le centre Clara Correia était devenu. Un lieu où rêves anciens et nouveaux se mêlaient pour créer quelque chose d'unique et précieux. Un papillon se posa sur le petit robot brodé, comme pour bénir cette union improbable entre tradition et innovation, moment où tous comprirent qu'ils participaient à quelque chose de véritablement spécial, la construction d'un avenir où technologie et humanité marchaient main dans la main. La veille de la visite de la première dame, le centre Clara Correia vivait un moment d'agitation différent. Regina avait proposé une idée audacieuse, créer une exposition montrant non seulement les produits, mais surtout les histoires de transformation derrière chaque pièce. Chaque travail ici a une histoire de dépassement, expliquait-elle au groupe réuni, comme Madame Francisca, qui à 70 ans a appris à utiliser une tablette pour vendre ses dentelles, ou Joao, qui a mêlé les techniques de menuiserie de son grand-père à l'impression 3D, ou Marina, qui numérise de vieilles photographies pour le musée virtuel.
Elle leva les yeux de son ordinateur. Nous pourrions faire une sorte de carte des histoires avec des photos avant et après, comme cet album de grand-mère Clara. La suggestion de la fille déclencha une vague d'idées, et bientôt tout le centre était impliqué dans la préparation de l'exposition « Fleurs d'espoir », un nom suggéré par Madame Conceição, inspiré par le jardin qui fleurissait désormais abondamment autour du bâtiment. Miguel, Ricardo appela en entrant précipitamment avec sa tablette, « Vous devez voir ça. Vous vous souvenez de ce jeune homme qui a commencé le cours de menuiserie? Il vient de remporter un prix de design durable avec cette ligne de meubles mêlant bois recyclé et technologie. » Sur la tablette, des photos montraient des pièces où la rusticité du bois réutilisé s'harmonisait avec des éléments technologiques subtils. Capteurs tactiles cachés dans des sculptures traditionnelles, éclairage LED intégré aux motifs anciens, et plus encore. Sandra ajouta en rejoignant la conversation, son histoire a fait le buzz sur les réseaux sociaux. De déchets à luxe, comme un projet social révolutionne le design français. À ce moment-là, un groupe de femmes entra au centre avec plusieurs pièces de vêtements. C'était le premier lot de la collection Métamorphose, idéalisée par Regina et ses élèves. Des vêtements combinant broderie traditionnelle et technologie wearable. Regardez, démontra une des artisanes en touchant un motif brodé sur la manche d'un manteau, une douce lumière LED s'allume suivant le dessin de la broderie. Marina nous a aidés à programmer les circuits, elle a appris en cours de robotique. Miguel observait, émerveillé par la manière dont sa protégée était devenue un pont naturel entre les deux mondes, artisanal et technologique. Marina naviguait désormais avec aisance entre ateliers de broderie et cours de programmation, apportant des idées d'un univers à l'autre. Oncle Miguel l'appela en courant, « Regarde », en direction de Marina, avec un dessin, « J'ai fait quelque chose de spécial pour l'exposition. C'est un portrait numérique de Madame Clara, créé à partir de vieilles photos mais avec une touche unique. Le dessin est formé de milliers de petits points qui, vus de près, révèlent de minuscules fleurs, les mêmes qui poussaient maintenant dans le jardin du centre. C'est pour être placé à l'entrée de l'exposition. » Marina expliqua, « Lorsque les gens pointent leur téléphone, ils verront toutes les histoires nées de son rêve. » Regina, qui s'était approchée silencieusement, embrassa sa fille avec fierté. « Tu sais, Miguel, parfois je pense à comment tout a commencé, » dit-elle à Marina en interrompant doucement, « C'était juste le cocon, maintenant nous sommes des papillons. » La métaphore si simple et profonde captura parfaitement l'essence de ce que le centre Clara Correia représentait. Un lieu de transformation où les difficultés se transformaient en opportunités, où tradition et innovation dansaient ensemble, où chaque histoire de dépassement inspirait de nouvelles métamorphoses. Julia, qui organisait la partie technologique de l'exposition, montra comment chaque pièce aurait un QR code spécial. Lorsqu'il est scanné, il ne montre pas seulement le processus de fabrication, mais aussi l'histoire personnelle de l'artisan. C'est comme, dit Marina, chaque produit a un papillon en lui. À l'extérieur, le jardin communautaire était particulièrement beau cet après-midi. Des enfants du quartier aidaient à planter plus de fleurs tout en apprenant sur les capteurs d'irrigation automatisés qu'ils avaient eux-mêmes programmés en cours de technologie. Regardez, commenta Madame Conceição en observant la scène, comment Clara avait raison. Elle disait toujours que l'avenir serait construit par des mains qui savent à la fois planter des fleurs et construire des rêves. Ricardo, qui supervisait l'aménagement d'un nouvel espace de travail collaboratif, sourit en entendant le commentaire, « Vous savez ce qui m'impressionne le plus ? Comment chaque personne qui passe par ici finit par trouver son propre chemin de floraison. » Miguel sentit ses yeux se remplir en voyant le centre plein de vie et de but. Le rêve de sa mère n'avait pas seulement survécu, mais s'était multiplié de manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Oncle Miguel, Marina l'appela de nouveau, montrant quelque chose sur sa tablette. « Regardez, combien de messages nous recevons d'autres endroits voulant apprendre notre manière de faire les choses. » À l'écran, des dizaines de messages de tout le pays et même de l'étranger demandaient des informations sur la méthode Clara Correia d'intégration entre technologie et artisanat. « Je pense que nous avons besoin de plus de jardins, » conclut-elle simplement. Et Miguel sut à ce moment que le centre Clara Correia n'était que le début de quelque chose de bien plus grand, une révolution silencieuse qui, comme les fleurs du jardin, dispersait ses graines au vent, prête à fleurir ailleurs, transformant des vies une histoire à la fois. Le matin de la visite de la première dame, le centre Clara Correia était méconnaissable. L'ancien entrepôt industriel s'était transformé en une galerie vivante d'histoire et de possibilités. Les murs autrefois gris présentaient maintenant une fresque numérique interactive mêlant art traditionnel et technologie de pointe. Chaque fleur de ce jardin numérique a une histoire réelle derrière elle.
Marina expliquait aux premiers visiteurs arrivés, pointant la fresque, « Lorsque vous les touchez, elle s'ouvre et montre les personnes faisant partie de notre projet. » Regina, élégante dans une robe qu'elle avait elle-même créée, combinant broderie traditionnelle et fibre optique subtilement illuminant les motifs, se tenait à côté. Les derniers préparatifs, sa récupération complète étant en soi l'une des histoires les plus inspirantes du centre. Maman Marina appela en courant vers elle, la camionnette de l'école technique est arrivée. Ce sont les élèves qui veulent faire un échange avec nous. Un groupe d'adolescents entra timidement dans l'espace, portant des ordinateurs portables et des cahiers. Ils étaient étudiants en programmation intéressés par le programme de mentorat croisé, où ils apprendraient des techniques artisanales tout en aidant les artisans à maîtriser les outils numériques. Bienvenue dans notre laboratoire de rêve, Regina, les accueillit-elle chaleureusement. Ici, la technologie et la tradition sont comme le fil et l'aiguille, l'un ne fonctionne pas sans l'autre. Ricardo, qui ajustait les derniers détails de l'exposition de menuiserie numérique, sourit en entendant l'analogie. Lui-même s'était profondément transformé ces derniers mois. L'exécutif dur était devenu un mentor passionné, parlant avec fierté de comment son père menuisier aurait adoré voir la fusion entre l'ancien et le nouveau. Miguel, Sandra s'approcha précipitamment, la première dame arrivera dans 1 heure, mais nous avons une surprise avant cela. Vous vous souvenez de ce monsieur du Japon qui nous a visités? Il est en visioconférence et veut montrer quelque chose sur le grand écran du centre. Le visage souriant de l'exécutif japonais apparut à l'écran, à côté d'un groupe de femmes japonaises âgées travaillant sur des métiers traditionnels, tandis que de jeunes programmeurs les assistaient avec des tablettes. Nous avons commencé notre propre centre Clara Correia à Kyoto, expliqua-t-il via le traducteur numérique. Nous appelons cela le projet Papillon en hommage à la transformation que nous avons témoignée. Marina, qui assistait à la transmission, sauta de joie. Oncle Miguel, nos papillons sont arrivés au Japon. Le moment fut partagé par Madame Conceição, qui entrait portant quelque chose de spécial, un nouvel album créé collectivement par les membres du centre. Je pensais que la première dame devrait voir non seulement où nous en sommes arrivés, mais aussi comment nous y sommes parvenus, expliqua-t-elle en ouvrant l'album. Les premières pages montraient de vieilles photos de Madame Clara enseignant la couture, suivies d'images de Marina et Regina dans les premiers jours du projet, puis des enregistrements de la transformation de l'entrepôt et des innombrables histoires de dépassement qui y avaient fleuri. Mais le plus spécial, poursuivit Madame Conceição en tournant la page, c'était une carte numérique brodée, une pièce unique combinant techniques traditionnelles de broderie et technologie textile. Lorsqu'elle était touchée, de petites lumières LED s'allumaient, montrant tous les endroits où la méthode Clara Correia commençait à être mise en œuvre. C'était un travail collectif, expliqua Regina. Chaque point a été réalisé par une personne différente, chaque lumière représente un rêve différent en train de se réaliser. Julia, qui coordonnait la partie technologique du projet, ajouta, et le plus incroyable, c'est que la carte est connectée en temps réel à notre application. Chaque fois qu'un nouveau projet inspiré par le nôtre commence quelque part, une nouvelle lumière s'allume. Miguel observait tout avec le cœur débordant d'émotion, son regard parcourant le centre, les enfants apprenant désormais la programmation et l'artisanat avec le même enthousiasme, les personnes âgées découvrant dans les outils numériques une manière de perpétuer leurs savoirs ancestraux, et les jeunes trouvant dans la fusion entre technologie et tradition un chemin professionnel innovant. Oncle Miguel, Marina l'appela doucement en lui prenant la main, « Grand-mère Clara doit être tellement heureuse là-haut », voyant comment son rêve s'était transformé en un jardin si grand. Avant que Miguel puisse répondre, une agitation à l'entrée annonça l'arrivée anticipée de la première dame. Mais le centre Clara Correia était prêt, non seulement pour montrer ses résultats, mais surtout pour démontrer comment de petits actes de bonté pouvaient se transformer en de vastes courants de transformation sociale. Marina, déjà assumant son rôle de guide, ajusta sa tablette et sourit, « Montrons-lui comment nous tissons l'avenir avec des fils d'espoir. » Miguel sut que cette simple phrase de sa petite protégée résumait parfaitement l'essence de ce qu'ils avaient créé. Un lieu où chaque histoire était un fil, chaque rêve une couleur, et ensemble, ils tissaient un avenir où technologie et humanité dansaient en parfaite harmonie. La visite de la première dame au centre Clara Correia se déroula de manière imprévue. Au lieu de la formalité protocolaire attendue, elle fut profondément émue par chaque histoire, chaque démonstration, chaque petit détail illustrant la transformation des vies. C'est extraordinaire, commenta-t-elle tandis que Marina démontrait comment l'application connectait des artisans de tout le pays. Comment avez-vous réussi à créer quelque chose d'aussi technologique et en même temps aussi profondément humain?
Regina, qui guidait une partie de la visite, sourit. Je pense que le secret est de ne jamais oublier que derrière chaque innovation, il y a un cœur qui bat. Chaque ligne de code a une histoire, chaque point brodé porte un rêve. La première dame s'arrêta devant la fresque numérique où le portrait de Madame Clara, créé par Marina, se transformait en une mosaïque d'histoires de vie. Miguel, appela-t-elle après un moment de contemplation, j'aimerais faire une annonce officielle ici, si possible, quelque chose qui va au-delà d'une simple visite institutionnelle. Un bouillonnement d'attente parcourut l'environnement. Sandra organisa rapidement un espace pour la presse qui suivait la visite, tandis que Ricardo préparait la diffusion en direct sur les réseaux sociaux du centre. Mesdames et messieurs, commença la première dame, aujourd'hui, j'ai été témoin de quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui me fait croire encore plus au potentiel transformateur de notre peuple. Le Centre Clara Correia n'est pas seulement un projet social, c'est un modèle de comment nous pouvons construire des ponts entre le passé et le futur, entre tradition et innovation. Marina, qui filmait tout avec sa tablette, ne pouvait contenir son excitation. Pour cela, continua la première dame, j'annonce officiellement le Programme national de technologie sociale et artisanale. La méthode Clara Correia sera mise en œuvre dans des centres culturels de tout le pays, créant un réseau d'innovation sociale qui préserve nos racines tout en embrassant l'avenir. La nouvelle fut accueillie par des applaudissements enthousiastes. Regina embrassa Marina qui sautait de joie, Ricardo serra l'épaule de Miguel, tous conscients du moment historique qu'ils vivaient. Mais ce n'était pas tout. La première dame poursuivit, nous établirons également des partenariats internationaux. Le projet pilote à Kyoto n'est que le début. Nous voulons créer un réseau mondial de centres suivant cette méthodologie unique mêlant technologie et tradition. Madame Conceição, observant tout avec des larmes aux yeux, murmura, Clara, mon amie, ton rêve est devenu une constellation. Après l'annonce officielle, tandis que la presse interviewait les participants du projet, Miguel trouva un moment de calme dans le jardin. Les fleurs plantées par Marina et ses amis avaient grandi fortes et colorées, attirant papillons et colibris. Marina courut jusqu'à lui, tenant sa tablette. « Regardez, dit-elle, combien de messages nous recevons, des gens du monde entier voulant en savoir plus sur le projet. » À l'écran, une avalanche de commentaires en différentes langues exprimait admiration et intérêt pour le travail du centre. Mais un message en particulier attira l'attention de Miguel, il venait du petit-fils du menuisier qui avait fabriqué la première machine à coudre de sa mère. « Regardez, montra-t-il à Marina, il a gardé la machine toutes ces années, et maintenant il veut la donner à notre musée vivant. Nous pourrions faire quelque chose de spécial avec elle. » Marina suggéra, « Tes idées brillent toujours avec cette créativité qui surprend tout le monde. Que dirais-tu de » Mais son idée fut interrompue par Regina, qui arrivait accompagnée d'un groupe d'artisanes de la campagne, les premières bénéficiaires du programme national récemment annoncé. « Miguel, Regina appela d'une voix chargée d'émotion, ces dames ont quelque chose à te montrer. C'est une courte pointe numérique, chaque morceau raconte une histoire différente. Lorsqu'il est touché, s'allume doucement, révélant des images et des sons capturés dans différents coins de la France. C'est notre façon de remercier, expliqua l'une des artisanes. Pour nous montrer que nous n'avons pas à choisir entre préserver le passé et embrasser l'avenir. » Miguel observa la pièce, émerveillé par la manière dont la courte pointe représentait une histoire unique de transformation. C'était un symbole parfait de ce que le Centre Clara Correia était devenu. Un lieu où chaque personne contribuait avec son morceau de rêve pour tisser une réalité plus belle. Dans le ciel, un papillon bleu dansait parmi les fleurs du jardin, ses ailes reflétant la lumière du soleil couchant. Marina observait avec ce regard rêveur qu'elle n'avait jamais perdu, même après tous les changements dans sa vie. « Tu sais, oncle Miguel, dit-elle doucement, maman dit toujours que nous sommes comme ces fleurs du jardin. Nous avons besoin de racines fortes pour grandir, mais aussi d'ailes pour semer des graines d'espoir. » Miguel sut à ce moment que le véritable miracle du Centre Clara Correia ne résidait pas seulement dans les innovations technologiques ou la préservation des traditions, mais dans la capacité à éveiller en chaque personne la même sagesse que sa petite protégée exprimait avec tant de simplicité. Un mois après l'annonce du programme national, le Centre Clara Correia vivait une nouvelle phase de transformation. L'espace était devenu un pôle de formation pour les coordinateurs des nouveaux centres qui émergeraient à travers la France. Regina, désormais directrice de la méthodologie, se préparait à animer le premier atelier officiel de la méthode Clara Correia. « Je suis nerveuse », confessa-t-elle à Miguel tout en organisant ses notes. « Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour j'enseignerais à des personnes de toute la France. » Marine,
qui aidait à préparer la présentation digitale, sourit à sa mère. Mais maman, tu as toujours été professeur, sauf qu'auparavant tu enseignais des points de broderie, et maintenant tu enseignes des points de lumière. Cette analogie simple fit sourire les présents. L'auditorium improvisé était bondé d'éducateurs, d'artisans et de spécialistes en technologie venant de différentes régions du pays, tous impatients d'apprendre comment reproduire le succès du projet. Bienvenue au centre Clara Correa, commença Regina. Sa voix gagna en confiance. Avant d'expliquer notre méthodologie, j'aimerais que vous connaissiez quelques histoires. Sur l'écran derrière elle, des images commencèrent à apparaître. La propre Regina en fauteuil roulant lors des premiers jours, Marine apprenant à programmer, des artisans découvrant le monde numérique, des jeunes programmeurs apprenant la valeur du travail manuel. Notre méthodologie ne se limite pas à enseigner la technologie ou à préserver les traditions, poursuivit-elle. Elle vise à créer des ponts entre des mondes qui semblent distants mais qui, au fond, ont toujours été connectés par le fil de la créativité humaine. Ricardo, assis au premier rang, remarqua quelque chose d'intéressant. Beaucoup de participants pleuraient silencieusement pendant que Regina parlait. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais de reconnaissance, comme si chacun retrouvait dans ses mots des échos de ses propres histoires. Le secret, expliquait Regina en démontrant comment une pièce d'artisanat traditionnel pouvait prendre vie grâce à la technologie, c'est de ne jamais oublier que chaque personne porte en elle un univers de possibilités. Notre rôle est simplement de créer l'environnement où ces possibilités peuvent fleurir. Marine, experte en technologie éducative dès l'âge de 8 ans, complétait la présentation de sa mère en montrant comment l'application avait évolué pour inclure des ressources d'enseignement à distance. Une brodeuse de Bretagne peut enseigner ses points à une artisane de Provence tandis que toutes deux apprennent à utiliser des outils digitaux avec de jeunes programmeurs, expliqua-t-elle avec naturel. Pendant la pause, Miguel retrouva Ricardo dans le jardin, tous deux observant le mouvement des personnes échangeant expériences et rêves. « Tu sais ce qui m'impressionne le plus ?» commenta Ricardo. « Comment tout cela a commencé par un simple acte de bonté, toi aidant Marine et Regina. » En réalité, Miguel, le corrigea doucement Ricardo, ça a commencé bien avant, avec ma mère qui enseignait la couture dans la salle de la maison. Chaque acte de bonté est comme une graine. On ne sait jamais quel jardin en émergera. À ce moment-là, Julia arriva excitée. L'application a dépassé le 1 million de téléchargements et les artisans inscrits rapportent une augmentation moyenne de 300% de leurs revenus. Mais le plus intéressant, ajouta-t-elle, ce sont les données qualitatives. Nous voyons des communautés entières se transformer. Des jeunes redécouvrant la valeur des traditions, des seniors s'autonomisant grâce à la technologie. Un groupe d'enfants courait en portant des tablettes et des chutes de tissu. C'était la nouvelle classe du programme « Petits innovateurs » où technologie et artisanat étaient enseignés de manière intégrée dès le plus jeune âge. Oncle Miguel, Marinella appela en courant dans sa direction avec sa tablette indispensable. « Je dois te montrer quelque chose d'incroyable. » Sur l'écran, une vidéoconférence connectait des enfants de différents centres culturels de France, tous impliqués dans un projet collaboratif d'art digital et traditionnel. Nous créons une immense courte pointe, expliqua-t-elle avec enthousiasme. Chaque centre réalise une partie en utilisant des techniques locales et la technologie. À la fin, ce sera une exposition qui parcourra toute la France. Miguel observa, émerveillé, comment sa petite protégée était devenue une véritable leader, inspirant d'autres enfants à rêver et créer. Regina, ayant terminé sa présentation sous des applaudissements chaleureux, rejoignit le groupe dans le jardin. Le véritable miracle, dit-elle, ne réside pas dans les machines ou les techniques, mais dans notre capacité à nous réinventer sans perdre notre essence. Parmi les fleurs plantées par des mains pleines d'espoir et des rêves cultivés avec soin, le Centre Clara Correa poursuivait sa mission de tisser l'avenir, un avenir où technologie et tradition, innovation et sagesse ancestrale marchaient ensemble, créant un monde plus coloré et humain. Vous savez ce que j'ai réalisé aujourd'hui, commenta Regina en observant les papillons dansant parmi les fleurs. À la veille du premier anniversaire du Centre Clara Correa, une atmosphère spéciale flottait dans l'air. L'espace avait été transformé pour une célébration unique, non seulement du centre lui-même, mais de toutes les vies qui avaient été touchées au cours de cette année extraordinaire. « Regardez ça, oncle Miguel !» s'exclama Marina en montrant la fresque digitale interactive qui occupait désormais un mur entier. Toutes les histoires qui étaient nées ici se mêlaient. Des milliers de photographies, de vidéos et de témoignages formaient une grande broderie digitale. Lorsque quelqu'un touchait un point, une nouvelle histoire se révélait.
Regina, élégante dans une robe mêlant artisanat traditionnel et technologie wearable, organisait les derniers détails de l'exposition Métamorphose, qui réunissait les œuvres des artisans et des élèves du centre. Chaque pièce ici, expliquait-elle à un groupe de visiteurs internationaux, représente une transformation non seulement du matériel mais aussi de la personne qui l'a créé. Dans un coin spécial, une vitrine conservait des trésors particuliers, la vieille machine à coudre de Madame Clara, désormais restaurée et modifiée pour intégrer des éléments digitaux, le premier broderie que Marina avait réalisé en utilisant la programmation, la boîte à outils du père de Ricardo qui avait inspiré toute une gamme de meubles intelligents. Miguel et Sandra s'approchèrent discrètement. « Tu dois voir ça », murmura Sandra, le conduisant à l'un des ordinateurs du centre où une vidéoconférence connectait simultanément plusieurs centres Clara Correa inaugurés à travers la France. Des histoires similaires de transformation se déroulaient, formant une véritable constellation. « C'est comme une constellation », commenta Marina en observant les multiples écrans. « Chaque centre est une étoile différente, mais toutes brillent ensemble. » Ricardo, supervisant l'installation d'une nouvelle zone de prototypage rapide, sourit en entendant le commentaire de la jeune fille. « Tu sais ce que mon père dirait ? Que chaque personne est comme une étoile unique et spéciale quand elle travaille en collaboration avec d'autres. » À cet instant, Madame Conceição entra précipitamment dans le centre, portant quelque chose enveloppé dans un tissu brodé. « Nous avons trouvé un autre trésor, » annonça-t-elle émue. Au fond d'un tiroir de l'ancienne maison de Clara, il y avait un carnet de recettes. Mais pas de recettes culinaires, des recettes de rêve, comme Clara les appelait, des pages et des pages de notes sur comment aider les gens avec amour, comment transformer les difficultés en opportunités. « Regardez ça », dit Marina en pointant une des pages. « Recettes pour faire naître des fleurs sur le trottoir, mélanger espoir avec travail acharné, ajouter une pincée d'amour et arroser quotidiennement avec persévérance. » Miguel sentit ses yeux s'embuer. C'était exactement ce qu'ils avaient fait là, sans même savoir qu'ils suivaient une recette de sa mère. Julia s'approcha avec d'autres nouveautés. Les chiffres finaux de la première année sont impressionnants, plus de 10 000 personnes directement bénéficiaires, 30 nouveaux centres en cours de mise en œuvre, surtout, nous voyons l'émergence d'une nouvelle économie créative dans les communautés. Une musique douce commença à jouer. Le chœur d'enfants du centre, composé d'élèves du programme « Petits innovateurs », avait composé une chanson spéciale mélangeant son traditionnel et éléments électroniques créés par eux-mêmes. Regina, observant la performance, murmura à Miguel, « Parfois, je me surprends à penser comment tout a changé en un an, d'une mère malade qui peinait à s'occuper de sa fille, je suis devenu quelqu'un qui aide à transformer d'autres vies. » Maman Marina l'embrassa. « Vous avez toujours été des transformateurs, il suffisait d'un peu de lumière pour que vos ailes brillent. » Miguel observa cette scène le cœur débordant. Le centre Clara Correa était devenu bien plus qu'un projet social, c'était un véritable laboratoire d'humanité où technologie et tradition dansaient ensemble pour créer quelque chose d'extraordinaire. Dans le jardin, les fleurs plantées par Marina et ses amis fleurissaient abondamment, leurs couleurs vibrantes témoignant de la manière dont l'espoir, bien cultivé, peut transformer tout terrain aride en un jardin de possibilités. « Oncle Miguel » appela Marina d'une voix songeuse, « nous devrions planter plus de jardins, non ? Le monde a besoin de plus d'endroits où les gens peuvent fleurir. » Miguel sut à cet instant que cette première année n'était que le début. Le centre Clara Correa était devenu une graine de lumière prête à se multiplier et à illuminer toujours plus de vie avec son message de transformation et d'espoir. La nuit de la célébration du premier anniversaire du centre Clara Correa, l'espace était illuminé de manière spéciale. De petites lumières LED intégrées aux broderies décorant l'environnement scintillaient doucement comme des lucioles, créant une atmosphère magique, semblable à un ciel étoilé. Marina ajustait les derniers détails de l'éclairage via sa tablette. Chaque lumière représentait une histoire qui avait commencé ici. Le hall principal était rempli de programmeurs, d'étudiants, de professeurs, de personnes de tous âges et origines, devenues partie intégrante de cette grande famille. À l'entrée, le portrait digital de Madame Clara, créé par Marina, interagissait désormais avec les visiteurs, partageant souvenirs et inspirations. Regina, au centre de la scène improvisée, se préparait pour un moment spécial. À ses côtés, un groupe diversifié de personnes attendait avec impatience. « Bonsoir à tous », commença-t-elle d'une voix ferme et émue. « Aujourd'hui, nous ne voulons pas seulement célébrer une année d'existence, mais surtout raconter une histoire de transformation. En réalité, plusieurs histoires. » Une à une, les personnes se levèrent pour partager leurs expériences. Une dame de 80 ans qui vendait maintenant ses dentelles en ligne à travers le monde,
un jeune qui mêlait techniques de menuiserie traditionnelle et design digital, une adolescente qui avait développé une application pour préserver les recettes ancestrales de sa communauté. Chaque personne ici, continua Regina, est un fil différent dans une trame plus grande. Ensemble, nous tissons non seulement des produits, mais des possibilités. Miguel, observant tout depuis un coin discret, sentit une présence à ses côtés. C'était Ricardo, ému. « Tu sais, mon associé, murmura-t-il, hier, j'ai trouvé des documents anciens de l'entreprise. Tu te souviens de notre mission originale, utiliser la technologie pour transformer des vies. D'une certaine manière, nous devons revenir à l'essentiel pour vraiment la réaliser. » À ce moment, Marina monta sur scène avec une surprise dans les mains. Un petit drone transportant une courte pointe digitale, une œuvre collaborative reliant des artisans de tous les centres Clara Correa de France. « Voici notre courte pointe de rêve, » expliqua-t-elle tandis que le drone survolait doucement le public. Chaque morceau a été réalisé par différentes personnes, mais ensemble, ils racontent une seule histoire, celle de comment la bonté peut changer le monde. La courte pointe fut délicatement déposée au centre de la scène, ses lumières clignotant en synchronisation avec la musique douce qui commençait à jouer, une composition créée par les élèves de l'atelier de musique digitale, mêlant sons de machines à coudre et battements électroniques. Madame Conceição, observant tout avec des larmes aux yeux, s'approcha de Miguel. « Clara serait si fière de toi, murmura-t-elle. Pas seulement de toi, mais de la façon dont ton acte de bonté s'est multiplié dans tant de directions différentes. » La célébration continua jusqu'à tard dans la nuit avec des démonstrations de projets, des présentations artistiques et de nombreuses histoires partagées dans le jardin désormais illuminé par des lanternes solaires créées par les élèves eux-mêmes. Des personnes de différentes générations conversaient, échangeaient des expériences et rêvaient ensemble. Regina retrouva Miguel, observant les étoiles. « Parfois, je me demande, dit-elle doucement, si tout cela est réel, une simple couturière malade et sa fille transformée en cela. » « Maman, » répondit Marina en rejoignant le groupe, « nous avons toujours été ainsi, il suffisait que quelqu'un croie en nous. » Miguel sourit, pensant à comment des personnes qu'il avait rencontrées dans des circonstances si difficiles étaient devenues des sages en herbe. « En réalité, » répondit-il, « vous m'avez autant aidé que je vous ai aidé. Vous m'avez rappelé qui je suis vraiment et ce qui compte vraiment. » Dans le ciel, une étoile filante traversa la nuit, suscitant des soupirs d'admiration. Marina fit rapidement un vœu. « Que as-tu souhaité ?» demanda Ricardo en s'approchant du groupe. « J'ai souhaité que chaque personne puisse trouver son propre jardin pour fleurir, » répondit-elle. « Comme nous l'avons trouvé ici, sous le ciel étoilé, entouré de personnes dont les vies ont été transformées par le pouvoir de la bonté et de l'espoir. » Tous comprirent que le Centre Clara Correa était bien plus qu'un projet social. C'était un phare de possibilités, montrant qu'il y a toujours un chemin lorsque les cœurs s'unissent pour créer quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Les lumières du jardin continuaient de scintiller doucement comme des lucioles d'espoir, illuminant non seulement cette nuit spéciale, mais aussi le chemin vers un avenir où technologie et humanité, tradition et innovation, passé et présent s'entremêlaient dans une danse harmonieuse de transformation et de possibilités. Le matin suivant la célébration, Miguel arriva tôt au Centre Clara Correa. Le soleil levant peignait le ciel de teintes douces de rose et d'or, illuminant le jardin où tout avait commencé. Les fleurs plantées par Marina et ses amis se balançaient doucement dans la brise matinale, répandant des graines d'espoir au vent. « Bonjour, oncle Miguel », lança Marina d'une voix joyeuse, le surprenant. Elle était déjà là, assise dans son coin préféré du jardin, sa tablette indispensable sur les genoux, travaillant sur quelque chose de spécial. En s'approchant, Miguel vit qu'elle travaillait sur un nouveau projet, une sorte de livre digital combinant photographie, histoire et éléments interactifs. « C'est l'histoire de notre jardin », expliqua-t-elle en montrant les pages virtuelles qu'elle avait créées, non seulement des vraies fleurs mais aussi de toutes les personnes qui y avaient fleuri. Regina apparut peu après, marchant avec la grâce et la confiance de quelqu'un qui avait retrouvé son but dans la vie. Elle apportait avec elle l'agenda ancien de Madame Clara. « J'ai trouvé quelque chose de spécial », dit-elle en ouvrant les pages jaunies. Une note que sa mère avait écrite était inscrite sur la dernière page de l'agenda, avec la délicate calligraphie de Madame Clara. « Mon fils, si tu lis ceci, c'est que tu as enfin compris que le vrai succès ne se mesure pas par des conquêtes personnelles, mais par le nombre de vies que tu aides à fleurir. Chaque personne est un jardin de possibilités infinies, il suffit d'un peu de lumière pour commencer à germer. » Miguel sentit ses yeux s'embuer tandis que Marina continuait de montrer son projet. « Regardez, chaque personne a sa propre page », expliqua-t-elle avec enthousiasme. «
Quand tu touches ici, tu vois comment c'était avant et comment c'est maintenant. C'est comme un jardin digital d'histoire. À ce moment-là, Ricardo arriva avec une surprise. La première pièce officielle de la nouvelle ligne de meubles intelligents du centre, une table de travail combinant menuiserie traditionnelle et technologie de pointe. Je pensais que nous pourrions la placer ici dans le jardin, suggéra-t-il. Un endroit où les gens peuvent s'asseoir, travailler, rêver. Petit à petit, d'autres arrivèrent, artisans, programmeurs, élèves, professeurs, chacun apportant quelque chose à partager, une histoire à raconter, un rêve à semer. Madame Conceição arriva avec un groupe de dames portant une courte pointe spéciale qu'elles avaient créée durant la nuit. Chaque morceau racontait une histoire différente du centre, brodée avec du fil conducteur intégrant de petites lumières scintillantes au toucher. C'est notre façon de dire merci, expliqua-t-elle en étendant la courte pointe sur la nouvelle table. Merci de nous aider à trouver la lumière dans nos propres jardins. Julia s'approcha avec les dernières statistiques du projet. 50 nouveaux centres seront inaugurés dans les prochains mois, le modèle est en cours d'adoption dans des universités du monde entier. Mais le plus impressionnant, c'est le nombre de vies transformées que nous ne pouvons mesurer en chiffres. Marine, ayant terminé son livre digital, regarda le ciel où quelques papillons dansaient parmi les fleurs. « Tu sais, oncle Miguel, dit-elle pensivement, maman dit toujours que nous sommes comme ces papillons. D'abord, nous devons sortir de notre cocon, puis apprendre à voler, et enfin aider d'autres papillons à trouver leurs ailes. » Miguel observa le centre prenant vie autour de lui, le murmure des machines à coudre se mêlait au son des claviers, les rires des enfants résonnaient dans les couloirs, les histoires étaient tissées en pixels et en points. Regina, désormais coordinatrice d'un réseau national d'artisans digitaux, sourit en voyant sa fille expliquer le livre digital à un groupe de visiteurs. « Parfois, je me demande, commenta-t-elle doucement, où tout cela va s'arrêter. » « Ça ne va pas s'arrêter, répondit Miguel en observant une autre étoile émerger de son cocon dans le jardin. Chaque histoire qui naît ici est une nouvelle graine au vent, chaque rêve réalisé est un nouveau jardin qui commence. Ainsi, ce matin spécial, le Centre Clara Correa poursuivait sa mission, non seulement comme un lieu où technologie et tradition se rencontraient, mais comme un phare d'espoir montrant que chaque personne porte en elle un jardin de possibilités infinies. Les fleurs continuaient de se balancer au vent, répandant leurs graines dans le ciel, les papillons dansaient leur éternelle danse de transformation, et dans chaque coin du centre, les gens découvraient jour après jour qu'il n'est jamais trop tard pour fleurir. Marina ferma sa tablette et sourit en regardant le portrait digital de Madame Clara, désormais orné à l'entrée du centre. « Regarde, Mamie Clara, dit-elle, ton jardin a tellement grandi qu'il fleurit maintenant dans le monde entier. » À cet instant, tous comprirent que ce n'était pas la fin d'une histoire, mais le commencement de tant d'autres. Parce que certains rêves sont si spéciaux que, lorsqu'ils sont réalisés, ils continuent de croître, de fleurir et de se multiplier, comme un jardin sans fin d'espoir et de possibilités.